Alors qu'elle servait une table d'investisseurs dans un restaurant de luxe, la femme s'est figée en réalisant que le millionnaire était son mari, mort il y a 10 ans. Elle s'est approchée et, le vent glacial de décembre fouettait les pavés mouillés de Lyon, quand Claire Morel poussa les lourdes portes vitrées du jardin bleu, ses mains tremblèrent légèrement, pas à cause du froid, mais de l'épuisement qui s'accumulait depuis des mois. À 32 ans, elle avait l'impression d'en avoir 50. « Bonsoir Claire, ça va ?» lui lança Marcus, le chef, depuis les cuisines ouvertes. « Ça roule », répondit-elle machinalement, en nouant son tablier noir autour de sa taille fine. C'était toujours la même routine. Déposer Léo et Nolan chez Geneviève à 18h, prendre le tramway bondé jusqu'au centre-ville et commencer son service dans ce temple de la gastronomie lyonnaise où une bouteille de vin coûtait plus que son loyer mensuel. Le restaurant bourdonnait déjà d'activité. Les serveurs slalomaient entre les tables dressées avec une précision militaire. Nappes blanches immaculées, verres en cristal qui captaient les reflets dorés des lustres, couverts en argent alignés au millimètre près. L'odeur du coq au vin se mêlait au parfum coûteux des clients, créant cette atmosphère feutrée que recherchaient dans les fortunés de la région. « Claire, tu prends la table 12 ce soir », annonça Sylvie, la responsable de salle. « Des investisseurs étrangers, paraît-il, ils ont réservé le salon privé pour une réunion d'affaires importante. » Claire hocha la tête en jetant un œil vers la table en question. Nichée dans l'alcôve la plus exclusive du restaurant, déjà, elle apercevait des silhouettes en costume sombre, des mallettes en cuir posées contre les chaises, des téléphones qui clignotaient discrètement, encore des riches qui brassent leurs millions. Pensa-t-elle avec une pointe d'amertume qu'elle s'efforçait de refouler. Ce n'était pas leur faute si elle galérait pour joindre les deux bouts. Elle prit une profonde inspiration et se dirigea vers la table, son sourire professionnel bien en place. Le premier homme, la cinquantaine élégante, leva les yeux de ses documents. « Bonsoir messieurs, je suis Claire et je m'occuperai de vous ce soir. Puis-je vous proposer un apéritif pour commencer ?»« Volontiers », répondit l'homme en français teinté d'un léger accent. « Champagne Krug pour la table, s'il vous plaît. » Claire notait mentalement la commande quand une voix familière résonna depuis l'autre bout de la table. « Et moi, je prendrai un whisky, Macallan 25 ans, sec. » Cette voix, cette intonation si particulière, cette façon de prononcer le R qui lui était si caractéristique, Claire sentit son stylo lui échapper des mains et tomber sur le sol avec un petit bruit sec qui lui parut assourdissant, lentement, comme dans un cauchemar. Elle leva les yeux vers l'homme qui venait de parler. Il était assis dans l'ombre, le visage partiellement masqué par la faible lumière tamisée, mais quand il bougea légèrement pour consulter sa montre, une Rolex qui brillait à son poignet, les traits de son visage furent éclairés. Le monde de Claire s'effondra. Ses yeux verts qu'elle avait tant aimés, cette mâchoire carrée qu'elle avait tant de fois caressée, ses lèvres qui avaient murmuré 1000 promesses d'amour éternel, ses mains qui avaient un jour bercé son ventre rond, en promettant d'être toujours là pour elle et leurs enfants. Julien, son mari, le père de ses enfants, l'homme qui était censé être mort depuis 10 ans, il était là, vivant, respirant, vêtue d'un costume Armani qui valait probablement plus que tout ce qu'elle possédait. Ses cheveux, autrefois châtains et perpétuellement ébouriffés, étaient maintenant parfaitement coiffés et parsemés de quelques fils argentés qui lui donnaient un air distingué. Il avait pris du poids, du bon poids, celui de la prospérité, et ses traits s'étaient affirmés avec l'âge. Mais c'était bien lui, indéniablement lui. Leurs regards se croisèrent. Elle vit dans ses yeux une succession d'émotions, la surprise, puis la reconnaissance, puis quelque chose qui ressemblait à de la panique. Il ouvrit légèrement la bouche, comme s'il allait dire quelque chose, puis la referma. « Mademoiselle », insista gentiment l'homme au champagne, « tout va bien ?» Claire réalisa qu'elle était restée figée, les yeux rivés sur Julien, ou plutôt sur l'étranger qu'il était devenu. Sa poitrine se soulevait rapidement. Son cœur battait si fort qu'elle avait l'impression que tout le restaurant pouvait l'entendre. « Excusez-moi », balbutia-t-elle en se penchant précipitamment pour ramasser son stylo, quand elle se redressa. Julien s'était penché vers son voisin et murmurait quelque chose à l'oreille de l'homme au champagne. Elle entendit distinctement « Damien Marchand, investisseur immobilier de Marseille, Damien Marchand, il avait même changé de nom, donc Krug pour ces messieurs et Macallan 25 ans pour monsieur, Marchand », articula-t-elle péniblement. Le nom lui brûlait la gorge comme de l'acide. « Julien »,
Damien hocha la tête sans la regarder, feignant de s'absorber dans la lecture d'un contrat. Claire quitta la table sur des jambes flageolantes. Dans les cuisines, elle s'appuya contre le mur carrelé, la respiration saccadée. Marcus la remarqua aussitôt. « Hé, Claire, qu'est-ce qui t'arrive ? On dirait que tu viens de voir un fantôme. » Un fantôme. Si seulement il savait à quel point il avait raison. « Ça va, mentit-elle. Juste un petit malaise. La fatigue, sans doute. » Elle retourna au service. Mais ses gestes étaient mécaniques. Elle servit le champagne et le whisky en évitant soigneusement le regard de Julien. Prit les commandes pour le dîner. Foie gras, homard, côte de bœuf, des plats qui coûtaient plus cher que ce qu'elle gagnait en une semaine. Pendant tout le repas, elle sentait les yeux de Julien qui la suivaient. Chaque fois qu'elle s'approchait de la table, elle percevait sa tension, la façon dont il se raidissait, dont sa voix se modifiait légèrement quand il parlait affaires avec ses associés. Les souvenirs affluaient par vagues douloureuses. Julien a 22 ans, étudiant en commerce, qui la faisait rire avec ses imitations de leur professeur. Julien qui lui avait fait sa demande un soir de juillet, genoux à terre sur les quais du Rhône. Julien qui pleurait de joie en apprenant qu'elle était enceinte de jumeaux. Julien qui lui promettait qu'il formerait la plus belle famille du monde. Et puis, cette nuit d'octobre 2013, l'appel de la gendarmerie, l'accident sur l'autoroute A6, la voiture calcinée, les restes humains impossibles à identifier formellement. Mais les papiers d'identité retrouvés dans l'épave, le portefeuille, l'alliance. Elle avait accouché 2 mois plus tard, seule, en appelant Julien dans ses douleurs. Geneviève avait été là, bien sûr, cette providence qui l'avait soutenue quand le monde s'écroulait, et maintenant, il était là, vivant, prospère, libre, pendant qu'elle élevait leurs enfants dans un 3 pièces exigu, en enchaînant les petits boulots et en comptant chaque euro, lui buvait du whisky à 60 € le verre dans les plus beaux restaurants de France. Vers 22 heures, les hommes d'affaires commencèrent à partir. Julien fut le dernier à se lever. Il s'approcha du comptoir, où Claire calculait l'addition, feignant de vérifier le détail de la note. « Claire » murmura-t-il si bas que seule elle pouvait l'entendre. Ce simple mot, prononcé de sa voix, acheva de la détruire. Elle leva les yeux vers lui et il eut une supplication muette. « Ne me dites rien » chuchota-t-elle. Les larmes menaçant de déborder. « Pas ici, pas maintenant » Il hocha imperceptiblement la tête, déposa un billet de 50 € sur le comptoir, un pourboire royal, et sortit sans un mot de plus. Claire termina son service dans un état second. Elle changea ses chaussures de sécurité contre ses baskets usées, récupéra son manteau et son sac, salua ses collègues d'une voix qu'elle espérait normale, dans le tramway qui la ramenait vers son quartier. Elle fixait son reflet dans la vitre. Cette femme aux traits tirés, aux mains abîmées par les produits d'entretien, aux cheveux ternes tirés en chignon strict, était-ce vraiment elle? Était-ce vraiment la jeune femme radieuse que Julien avait épousée? Quand elle arriva devant chez Geneviève pour récupérer les garçons, la vieille dame ouvrit la porte avant même qu'elle ait sonné. « Ma petite Claire, tu es toute pâle. Qu'est-ce qui s'est passé? » « Rien, Geneviève. Vraiment. Juste une soirée difficile. » Léo et Nolan dormaient déjà sur le canapé, blottis l'un contre l'autre devant la télé éteinte. Ils avaient grandi si vite, ces petits hommes, à 9 ans, ils avaient déjà cette gravité dans le regard que donnent les responsabilités précoces et l'absence d'un père. Elle les porta tour à tour jusqu'à leur lit, dans le petit appartement du 3e étage sans ascenseur qu'elle louait depuis 8 ans. Leur visage endormi lui serrait le cœur. Il ressemblait tant à Julien. Une fois seule dans sa chambre, Claire s'effondra sur son lit et laissa enfin les larmes couler, des sanglots silencieux qui lui déchirèrent la poitrine, toute cette douleur refoulée depuis des années qui remontait d'un coup. Julien était vivant. Julien l'avait abandonné. Julien avait abandonné ses enfants. Et le pire, c'est qu'une petite partie d'elle-même, celle qui n'avait jamais cessé de l'aimer, venait de se réveiller d'un sommeil de 10 ans. Claire n'avait pas fermé l'œil de la nuit. Allongée dans son lit étroit, elle fixait le plafond fissuré de sa chambre, ses pensées tournoyant comme un manège infernal. Chaque fois qu'elle fermait les yeux, elle revoyait ce visage, ses mains qui tenaient un verre de whisky hors de prix, cette assurance tranquille d'un homme qui n'avait jamais connu le souci de payer un loyer. Le réveil sonna à 6 heures.
Comme tous les matins, elle se leva d'un bond pour préparer le petit déjeuner des garçons avant l'école. Mais aujourd'hui, ses gestes étaient mécaniques, son esprit ailleurs. « Maman, ça va ?» demanda Léo en voyant qu'elle mettait du sel dans son bol de céréales au lieu du sucre. « Bien sûr, mon chéri, juste un peu fatigué. » Nolan, toujours plus observateur que son frère jumeau, plissa les yeux. « Tu as pleuré cette nuit, j'ai entendu. » Claire sentit sa gorge se serrer. Ses fils étaient trop perspicaces pour leur âge. Grandir sans père et avec si peu d'argent les avait rendus sensibles aux moindres variations d'humeur de leur mère. « Ce n'est rien, mon poussin. Maman était juste un peu mélancolique. Ça arrive, tu sais. » Après avoir déposé les garçons à l'école, Claire remonta chez elle au lieu de se rendre directement au café où elle travaillait le matin. Elle avait appelé pour dire qu'elle était malade, ce qui n'était pas vraiment un mensonge. Assise devant son ordinateur portable vieillissant, elle tapa dans le moteur de recherche. Damien Marchand, investisseur Marseille. Les résultats affluèrent immédiatement. Photos de gala de charité, articles dans la presse économique locale, mentions dans les pages mondaines, sur chaque cliché, Julien, Damien, souriait avec l'assurance d'un homme qui avait réussi, costume parfaitement coupé, montre de luxe, voitures allemandes rutilantes en arrière-plan. Un article de la Provence datant de l'année précédente attira son attention. Le Golden Boy de l'immobilier marseillais, Damien Marchand, acquiert un penthouse dans le 8e arrondissement pour la somme record de 3,2 millions d'euros. 3,2 millions d'euros. Claire regarda autour d'elle son petit appartement, le papier peint qui se décollait dans un coin, la table de cuisine bancale qu'elle avait récupérée sur le bon coin, le canapé dont les ressorts grinçaient. Tout ce qu'elle possédait ne valait pas plus de 1 000 euros. Elle continua à fouiller, comme si chaque découverte était un coup de poignard, qu'elle s'infligeait volontairement. Société immobilière créée en 2014, 1 an après sa mort. Chiffre d'affaires en constante progression. Appartements de luxe, centres commerciaux, résidences de standing, un empire bâti sur... Quoi exactement? Son téléphone vibra. Un message de Geneviève. « Ma petite Claire, j'ai préparé une soupe pour ce midi. Viens donc la partager avec moi. » Geneviève Dubois, 67 ans, ancienne institutrice à la retraite, était bien plus qu'une voisine pour Claire. Quand Julien était mort, c'est elle qui avait aidé Claire à monter le berceau des jumeaux. C'est elle qui gardait les petits quand Claire travaillait. C'est elle qui glissait discrètement un billet de 20 € dans le sac de Claire quand elle savait que les fins de mois étaient difficiles. 1 heure plus tard, Claire frappa à la porte du rez-de-chaussée. Geneviève l'accueillit avec son sourire maternel habituel, mais son regard perçant n'échappa rien. « Assieds-toi, ma chérie, tu as une mine épouvantable. » L'appartement de Geneviève sentait la lavande et les petits plats mijotés. Les murs étaient couverts de photos de ses élèves de toutes les époques. Et plusieurs clichés des jumeaux trônaient en bonne place sur le buffet. « Alors, qu'est-ce qui te tracasse? Et ne me dis pas que c'est rien. Je te connais depuis trop longtemps. » Claire hésita. Geneviève avait été là pendant toutes ces années. Elle l'avait vu pleurer la mort de Julien, se battre pour élever les garçons, sacrifier ses propres rêves pour leur offrir un semblant de stabilité. Comment lui annoncer que tout ça avait été un mensonge? Hier soir, au restaurant, Claire s'interrompit, cherchant ses mots. « J'ai vu quelqu'un que je croyais mort. » Geneviève posa sa cuillère et observa attentivement le visage de Claire. « Continue. Julien est vivant, Geneviève. Il était là, à ma table, avec un nom différent, une vie différente. Il est riche, très riche. » Le silence qui suivit fut assourdissant. Geneviève cligna plusieurs fois des yeux, comme si elle n'arrivait pas à processer l'information. « Tu en es certaine, ça ne pourrait pas être quelqu'un qui lui ressemble. » C'était lui, sa voix, ses gestes, cette façon qu'il a de tapoter son index sur la table quand il réfléchit. C'était lui, Geneviève. La vieille dame se leva brusquement et se mit à faire les 100 pas dans son petit salon. « Ce salaud !» murmura-t-elle entre ses dents. « Ce putain de salaud !» Claire sursauta. En 10 ans, elle n'avait jamais entendu Geneviève prononcer un gros mot. « Pardon, ma chérie, mais là, ça me dépasse. Tu veux dire qu'il t'a laissé pleurer sa mort, qu'il t'a laissé élever ses enfants dans la misère, pendant qu'il se la coulait douce. On dirait bien. Et les garçons, tu vas leur dire. » C'était la question que Claire redoutait. Comment expliquer à Léo et Nolan que leur père, qu'ils idéalisaient à travers les quelques photos qu'elle avait gardées, était non seulement vivant, mais les avait délibérément abandonnés? Je ne sais pas.
Je ne sais plus rien, Geneviève. L'après-midi s'écoula lentement. Claire était rentrée chez elle et tournait en rond, incapable de se concentrer sur quoi que ce soit. Elle avait essayé de faire le ménage, de préparer le dîner, de regarder la télé. Rien n'y faisait. Son esprit revenait sans cesse à cette soirée surréaliste. Vers 16h, elle alla chercher les garçons à l'école. Léo courut vers elle avec son enthousiasme habituel. « Maman, regarde, j'ai eu 18 en maths. C'est formidable, mon amour. » Mais Nolan resta en retrait, l'observant d'un air soucieux. « Maman, tu es bizarre depuis ce matin. Et hier soir aussi. Tu étais bizarre quand tu es venue nous chercher chez Geneviève. Je t'ai dit que j'étais fatiguée, mon poussin. C'est pas de la fatigue, c'est autre chose. » Sur le chemin du retour, Léo babillait joyeusement, racontant sa journée, ses copains, ses projets pour le week-end. Mais Nolan marchait en silence, lançant de temps à autre des regards inquiets à sa mère. Une fois à la maison, Claire prépara le goûter, pain et confiture, rien d'extraordinaire, pendant que les garçons faisaient leurs devoirs à la table de la cuisine. L'atmosphère était tendue, même si elle essayait de faire bonne figure. « Maman, » dit soudain Léo en levant le nez de son cahier de français. « Tu sais quoi, Tom, à l'école? Il dit que son père va l'emmener au match de LOL dimanche. Tu crois que papa aussi? Il nous aurait emmené voir des matchs. » Le crayon de Claire se brisa net dans sa main. « Sûrement, mon chéri. Papa aimait beaucoup le football. Et il aurait joué avec nous dans le parc. Et il nous aurait appris à faire du vélo sans les petites roues. » Chaque question était un coup de couteau. Claire sentait les larmes monter et luttait pour les retenir. Bien sûr qu'il l'aurait fait. Papa vous aimait énormément. Papa vous aime énormément, corrigea-t-elle mentalement. Papa est vivant, et il se fiche complètement de vous, vers 19h. Alors qu'elle aidait Nolan avec un exercice de grammaire, on frappa à la porte. Claire fronça les sourcils. Elle n'attendait personne. Elle regarda par l'œilleton et son sang se glaça. Julien se tenait sur le palier, élégant dans son long manteau noir, une gerbe de fleurs à la main. Il avait dû suivre les garçons après l'école pour connaître son adresse. « Maman, qui c'est ?» demanda Léo. Claire hésita. Elle pouvait faire comme s'il n'y avait personne, attendre qu'il parte, mais elle savait qu'il reviendrait. Et puis, une partie d'elle avait besoin de réponses. « Les garçons, allez dans votre chambre s'il vous plaît, et fermez la porte. »« Mais maman, tout de suite !» Le ton inhabituel de leur mère suffit à convaincre les jumeaux. Ils disparurent dans leur chambre. Non sans avoir échangé un regard inquiet, Claire attendit d'entendre la porte se fermer, puis ouvrit. Julien se tenait là, et de près, elle pouvait voir qu'il avait vieilli. Des rides d'expression autour des yeux, quelques cheveux gris aux tempes, mais il était toujours beau, toujours ce charme naturel qui l'avait séduite à 20 ans. « Bonsoir Claire, qu'est-ce que tu fous là ?» cracha-t-elle à voix basse. « Je peux entrer, il faut qu'on parle. »« Non, tu ne peux pas entrer. Tu n'as plus ta place ici. Tu n'as plus ta place nulle part dans ma vie. » Il tendit les fleurs, des roses blanches, ses préférées autrefois. « S'il te plaît, Claire, laisse-moi t'expliquer. » « M'expliquer quoi? Comment tu nous as abandonnés? Comment tu m'as laissé pleurer ta mort pendant des mois? Comment tu as laissé tes fils grandir sans père pendant que tu te pavanes en Armanie? Ce n'est pas si simple. »« Ah non. Eh bien moi, je trouve que c'est très simple. Tu es un lâche, Julien. Un putain de lâche. » Des voix montèrent de l'escalier. Madame Petit du 2e étage qui rentrait de ses courses, suivie de son mari, il regardait avec curiosité cet homme élégant qui discutait avec Claire sur le palier. « Ce n'est ni le lieu ni le moment, » murmura Julien. « Donne-moi ton numéro de téléphone. On peut se voir ailleurs. Parler calmement. Pour que tu puisses me raconter quoi? Tes 10 années de galère à Marseille. Tes nuits blanches à penser à nous. Claire, je t'en prie. Barre-toi, Julien. Barre-toi et ne reviens jamais. » Elle lui claqua la porte au nez et s'y adossa. Tremblante, de l'autre côté, elle l'entendit rester quelques secondes, puis ses pas qui s'éloignaient dans l'escalier. Quand elle se retourna, elle vit Léo et Nolan qui l'observaient depuis le couloir, les yeux écarquillés. « Maman, c'était qui ce monsieur ?» demanda Nolan. « Personne, mon chéri. Juste quelqu'un qui s'était trompé d'adresse. » Mais elle savait qu'il n'était pas dupe, pas complètement, ce soir-là. Quand les garçons furent couchés,
Claire s'installa à sa fenêtre avec une tasse de thé froid, en bas, dans la rue. Une BMW noire était garée sous un réverbère. Elle ne distinguait pas le conducteur, mais elle savait que c'était lui. Il était là, à l'observer, comme s'il avait le droit de veiller sur une famille qu'il avait choisi d'abandonner. Claire ferma les rideaux d'un geste sec et alla se coucher, sachant déjà qu'elle ne dormirait pas cette nuit non plus. Marseille, septembre 2013. Julien Delcourt fixait les chiffres sur son écran d'ordinateur, la sueur perlant sur son front malgré la climatisation de son petit bureau de la banlieue lyonnaise. 8 millions d'euros, c'était la somme qu'il devait à Marc Bellamy, son associé dans leur société de promotion immobilière, une somme qu'il avait empruntée au compte de l'entreprise pour couvrir ses dettes de jeu. Tout avait commencé innocemment, quelques paris sportifs pour arrondir les fins de mois, puis les casinos en ligne, cette sensation grisante de pouvoir gagner gros d'un simple clic. Les gains initiaux l'avaient convaincu qu'il maîtrisait le système. Erreur fatale. En 6 mois, il avait tout perdu. Leurs économies, l'argent de l'entreprise. Et maintenant, les usuriers réclamaient leur dû avec des menaces de plus en plus explicites. On sait où tu habites, Delcourt. On sait où va ta femme enceinte faire ses courses. Ce serait dommage qu'elle tombe dans les escaliers. Tu vois, le téléphone vibra sur son bureau. Un message de Claire. Les jumeaux bougent beaucoup aujourd'hui. J'ai hâte que tu rentres pour que tu sentes leurs petits coups de pied. Je t'aime. Julien ferma les yeux. Dans 2 mois, ses fils naîtraient. Claire rayonnait de bonheur, parlant sans cesse de leur future famille, de leurs projets, de cette vie parfaite qu'ils allaient construire ensemble. Comment lui dire qu'il avait tout détruit? Son portable sonna, numéro masqué. Delcourt, tu as notre argent? Écoutez, j'ai besoin d'encore quelques jours. Tu as eu assez de temps. Demain, 20h, parking du centre commercial de la Pardieu. Tu viens avec les 2 millions que tu nous dois, ou ta jolie femme va avoir des problèmes. La ligne coupa. Julien resta figé. Le téléphone dans la main, 2 millions d'euros, autant dire l'impossible. C'est alors qu'il regarda de nouveau son écran. Le compte professionnel affichait 8,2 millions d'euros, l'argent des investisseurs pour le projet de résidence de luxe en banlieue de Lyon, l'argent de Marc, son ami depuis l'école de commerce, qui lui faisait confiance aveuglément. Ses doigts tremblaient sur le clavier. Il suffisait de quelques virements, quelques transferts vers des comptes offshore qu'il avait ouverts des mois plus tôt, par précaution. Marc ne découvrirait le vol que dans quelques semaines. Quand il faudrait payer les entrepreneurs, juste de quoi sauver Claire et les bébés, se dit-il. Je rembourserai plus tard, quand j'aurai trouvé une solution. Mensonge. Il le savait déjà. 1 heure plus tard. L'argent avait disparu des comptes de l'entreprise. Lyon, octobre 2013. Claire fredonnait en préparant le dîner, ses mains posées sur son ventre rond. 8 mois de grossesse, et elle n'avait jamais été aussi heureuse. Julien rentrait de plus en plus tard ces derniers temps, prétextant des problèmes avec le nouveau projet. Mais elle savait qu'il travaillait dur pour leur offrir la sécurité financière dont ils auraient besoin avec les jumeaux. Elle avait préparé son plat préféré, un bœuf bourguignon qui mijotait depuis 3 heures, l'appartement embaumé, et elle avait mis une jolie nappe sur la table, allumé quelques bougies. Ce soir, elle voulait lui annoncer qu'elle avait enfin choisi les prénoms, Léo et Nolan, vers 22h. Elle commença à s'inquiéter. Julien ne répondait pas au téléphone. Elle envoya plusieurs messages, sans réponse. À minuit, elle était rongée d'angoisse. Et s'il lui était arrivé quelque chose, avec sa grossesse, elle imaginait toujours le pire. Le téléphone sonna à 2h du matin. Madame Delcourt, gendarmerie de Mâcon. Il y a eu un accident sur l'autoroute A6. La suite. Claire ne l'entendit qu'à travers un brouillard. Voiture calcinée, corps carbonisé, plaque d'immatriculation correspondant au véhicule de Julien, portefeuille retrouvé dans l'épave. Elle s'effondra sur le carrelage de la cuisine, serrant son ventre. Les bébés donnaient des coups, comme s'ils sentaient la détresse de leur mère. Marseille, octobre 2013, pendant que Claire hurlait de douleur dans sa cuisine. Julien se tenait sur le balcon d'un hôtel miteux de Marseille. Regardant les informations sur son téléphone, l'accident avait fait la une des journaux locaux. Tragique accident sur l'A6. Un homme de 28 ans trouve la mort. Il avait tout planifié méticuleusement. La voiture volée et maquillée pour ressembler à la sienne. Le corps de ce SDF qu'il avait trouvé mort sous un pont, overdose probablement, et qu'il avait transporté dans le coffre,
ses papiers d'identité glissés dans la veste du cadavre avant de mettre le feu, l'idée lui était venue des films policiers qu'il regardait avec Claire. Disparaître, renaître ailleurs avec une nouvelle identité, il avait contacté des gens peu recommandables qui lui avaient fourni de faux papiers contre une partie de l'argent volé. Damien Marchand était né cette nuit-là, mais maintenant, face à la réalité, il tremblait comme une feuille. Qu'est-ce qu'il avait fait? Claire était enceinte de 8 mois. Elle allait accoucher seule, élever leurs enfants seule, pleurer sa mort. Il composa son numéro plusieurs fois, raccrochant avant que ça sonne. Comment lui expliquer? Comment revenir en arrière, plus tard, se dit-il, quand j'aurai fait fructifier l'argent, quand je pourrai tout lui rembourser et lui offrir une vie de rêve dans quelques mois, quand la poussière sera retombée, quelques mois devinrent quelques années. Lyon, décembre 2013. Claire accoucha seule, Geneviève à ses côtés, quand les sages-femmes lui mirent Léo puis Nolan dans les bras. Elle pleura à la fois de joie et de désespoir. Ils étaient magnifiques, parfaits, avec les yeux verts de leur père. « Julien, regarde tes fils », murmura-t-elle dans le vide. « Ils sont beaux comme toi. » Les premiers mois furent un cauchemar, entre les biberons, les couches, les nuits blanches et la paperasse administrative pour toucher sa pension de veuve. Claire sombra dans une dépression profonde. Sans Geneviève, elle n'aurait jamais tenu. « Il faut que tu vives, ma petite », lui répétait la vieille dame. Ces enfants ont besoin de leur maman. Progressivement, Claire remonta la pente. Elle trouva un premier travail comme femme de ménage, puis comme serveuse. L'argent manquait cruellement, mais elle s'accrochait. Pour Léo et Nolan, Marseille, 2014-2023. Pendant ce temps, Damien Marchand bâtissait son empire. Avec les 8 millions volés, il avait d'abord acheté un petit immeuble déjà rentable, puis un deuxième. Les bénéfices étaient réinvestis. L'argent appelait l'argent, il avait un don pour les affaires. Ça, il ne pouvait pas le nier. En quelques années, sa société immobilière était devenue l'une des plus prospères de la région PACA. Appartements de luxe, centres commerciaux, bureaux. Il brassait des millions, mais jamais il n'oubliait complètement. Pas un jour ne passait sans qu'il pense à Claire et aux enfants. Il avait engagé un détective privé dès 2015 pour les surveiller discrètement. Il savait tout, les difficultés financières de Claire, ses petits boulots, la façon dont elle se sacrifiait pour les jumeaux. Plusieurs fois, il avait failli revenir, particulièrement cette fois où Nolan avait été hospitalisé pour une pneumonie et où Claire n'avait pas pu payer tous les frais. Il avait failli faire un virement anonyme, mais c'était ravisé. Comment expliquer cet argent tombé du ciel? L'année prochaine, se promettait-il toujours, quand j'aurai assez d'argent pour tout réparer. Mais l'argent ne répare pas 10 ans d'abandon. En 2020, le détective lui avait envoyé des photos des garçons le jour de leur rentrée en CE2. Ils avaient agrandi, bien sûr, mais Julien reconnaissait ses propres traits dans leur visage. Léo avait son sourire, Nolan sa façon de froncer les sourcils quand il réfléchissait, ses fils qui ne le connaissaient pas, qui avaient appris à vivre sans père, qui aidaient probablement leur mère à porter les courses parce qu'elle n'avait pas de voiture. Cette nuit-là, dans son penthouse marseillais face à la mer, Damien Marchand pleura pour la première fois depuis des années. Mais il ne bougea pas. La lâcheté était devenue une seconde nature. Lyon, décembre 2023. Et puis, il y avait eu cette soirée d'affaires à Lyon, un projet d'investissement dans une résidence de luxe près du parc de la Tête d'Or. Julien avait insisté pour que la réunion ait lieu au Jardin Bleu, sans vraiment savoir pourquoi. Peut-être parce que c'était près du quartier où il avait vécu avec Claire. Il ne s'attendait pas à la voir. Quand elle s'était approchée de leur table, il avait d'abord cru à une hallucination, puis il avait vu ses mains abîmées, ses traits tirés, cette fatigue dans ses yeux qui ne mentaient pas, elle qui était si belle, si radieuse à 22 ans, travaillait maintenant comme serveuse pour survivre, à cause de lui, à cause de sa lâcheté. Le pire, c'était qu'elle était encore plus belle qu'avant. Cette force tranquille qu'elle dégageait, cette dignité malgré les épreuves, cette façon de porter sa tête haute malgré les difficultés, elle était devenue une femme, une vraie, et lui, il était devenu quoi? Un riche lâche qui se cachait derrière un faux nom pour ne pas affronter les conséquences de ses actes. Cette nuit-là, sur le palier de Claire, quand elle lui avait claqué la porte au nez,
Julien avait enfin compris l'ampleur de ce qu'il avait perdu. Pas seulement une femme et 2 enfants. Il avait perdu sa chance d'être un homme. 3 jours s'étaient écoulés depuis la visite de Julien. 3 jours pendant lesquels Claire avait vécu dans l'angoisse qu'il revienne, qu'il insiste, qu'il trouve un moyen de s'imposer dans leur vie. Mais non, rien. Comme s'il avait disparu aussi soudainement qu'il était réapparu, ce jeudi matin de janvier, elle accompagnait les garçons à l'école sous un crachin glacial typiquement lyonnais. Léo courait devant, sautant par-dessus les flaques d'eau avec l'insouciance de ses 9 ans, tandis que Nolan marchait près d'elle, silencieux et pensif comme toujours. « Maman, dit-il soudain, le monsieur de l'autre soir sur le palier, tu le connaissais vraiment pas. » Claire sentit son estomac se nouer. Depuis 3 jours, les garçons lui posèrent des questions subtiles, essayant de comprendre ce qui s'était passé. Ils avaient beau n'avoir que 9 ans, ils n'étaient pas dupes. « Je t'ai dit que c'était quelqu'un qui s'était trompé d'adresse, mon poussin. Mais tu étais en colère contre lui. On était en colère contre quelqu'un qu'on connaît pas. Trop perspicace. Ce gamin, Claire accéléra le pas, espérant que l'approche de l'école détournerait son attention. « Allez, vous allez être en retard, Léo. Reviens ici. » Elle les embrassa devant le portail de l'école Édouard Herriot, une vieille bâtisse de briques rouges du 3e arrondissement. L'établissement n'avait rien d'exceptionnel, mais les instituteurs étaient bienveillants, et les frais de cantine abordables, c'était tout ce qui comptait. « Bonne journée, mes amours, à ce soir. À ce soir, maman, » lança Léo en courant déjà vers ses copains. Nolan, lui, se retourna une dernière fois. « Maman, si papa était pas mort, il viendrait nous chercher à l'école des fois. » La question lui coupa le souffle. Claire s'agenouilla pour se mettre à sa hauteur. « Bien sûr, mon chéri. Papa adorait passer du temps avec vous, même avant votre naissance. Il vous parlait déjà quand vous étiez dans mon ventre. Ce n'était pas un mensonge. Julien avait effectivement été un futur père attentionné, du moins jusqu'à ce qu'il disparaisse. » Nolan hocha la tête et partit rejoindre son frère. Claire resta quelques secondes devant l'école, le cœur serré. Ses enfants avaient le droit de connaître leur père. Mais quel père? Celui qui les avait abandonnés ou celui qui leur offrirait une vie de luxe? Le reste de la matinée s'écoula normalement. Service au café de la place Bellecour, clientèle habituelle de retraités et d'employés de bureaux pressés, Claire appréciait ces heures-là, cette routine rassurante qui l'empêchait de trop penser. Vers 11h, son téléphone vibra, numéro inconnu. « Allô, Madame Delcourt, ici l'infirmerie de l'école Édouard Herriot. Votre fils Nolan a eu un petit accident dans la cour de récréation, rien de grave, mais nous préférerions qu'il soit examiné par un médecin. » Le sang de Claire ne fit qu'un tour. « J'arrive tout de suite. » Elle quitta le café en catastrophe, prétextant une urgence familiale, et courut jusqu'à l'arrêt de tramway. Le trajet lui parut interminable. « Rien de grave, » avait dit l'infirmière. « Mais on ne sait jamais avec les enfants. » À l'école. Elle trouva Nolan assis dans le bureau de l'infirmière, une poche de glace sur le front. Il avait le regard un peu vague, mais souriait en la voyant. « Maman. » J'ai glissé sur la glace dans la cour. Je suis tombée et j'ai tapé ma tête. Ça fait mal. « Mais ça va, mon pauvre poussin, » dit Claire en l'examinant. Une belle bosse se formait sur son front, et il y avait une petite coupure qui saignait encore légèrement. « Je pense qu'il faudrait l'emmener aux urgences, » conseilla Madame Martin. L'infirmière, pour éliminer tout risque de commotion, à cet âge-là, on ne plaisante pas avec les traumatismes crâniens. 1 heure plus tard, Claire et Nolan patientèrent dans la salle d'attente des urgences pédiatriques de l'hôpital Femmes-Mère-Enfants. L'endroit grouillait d'activité. Parents inquiets, enfants qui pleuraient, personnel soignant qui allait et venait dans un balai incessant. « Nolan Delcourt », appela une voix douce. Claire leva les yeux et vit un homme en blouse blanche qui consultait un dossier. La trentaine, des cheveux châtains un peu ébouriffés, des lunettes qui lui donnaient un air intellectuel et surtout un sourire rassurant qui inspira immédiatement confiance à Claire. « C'est nous, » dit-elle en se levant. « Docteur Antoine Lefebvre. »« Pédiatre, bonjour madame. Morel, Claire Morel. Et voici notre petit patient. Bonjour Nolan. Alors, on s'est fait mal à la tête. » Nolan, habituellement timide avec les inconnus, répondit sans hésiter. Il y avait quelque chose dans la voix du médecin qui mettait en confiance. « J'ai glissé sur la glace. Ça a fait un gros boum. Un gros boum. Dis donc. Eh bien, on va regarder ça de près. Tu veux bien venir avec moi? Et maman peut venir aussi. »
Bien sûr. Dans le box d'examen, Claire observa le docteur Lefebvre travailler. Il avait des gestes précis, mais doux, parlait à Nolan avec le respect qu'on accorde à un adulte, tout en gardant un ton adapté à un enfant. Il ne se contentait pas d'examiner la blessure. Il expliquait ce qu'il faisait, pourquoi il regardait les pupilles avec sa petite lampe, pourquoi il demandait à Nolan de suivre son doigt du regard. « Alors, docteur ?» demanda Claire, anxieuse. « Bonne nouvelle, pas de signe de commotion. La plaie est superficielle. Quelques points de suture suffiront. Par contre, il faudra surveiller dans les prochaines heures. Mal de tête, nausées, somnolence anormale. Si quoi que ce soit vous inquiète, n'hésitez pas à revenir. » Pendant qu'il désinfectait la plaie, le docteur Lefebvre engagea la conversation avec Nolan. « Tu es en quelle classe ?»« Ceux 2, avec maîtresse Sophie. Elle est gentille, mais elle donne beaucoup de devoirs. Et tu aimes l'école ?»« Oui, surtout les maths. Maman dit que j'ai la bosse des chiffres. Comme papa. » Claire sentit son cœur se serrer. « Comme papa. Si seulement Nolan savait. »« Ah, papa est doué en maths aussi, » demanda innocemment le médecin. « Papa est mort, » répondit Nolan avec cette simplicité brutale des enfants. Quand on était dans le ventre de maman, un accident de voiture, le docteur Lefebvre leva brièvement les yeux vers Claire, qui détourna le regard. Elle vit dans ses yeux une compassion sincère, sans curiosité malsaine. « Je suis désolé, » dit-il simplement à Nolan. « Ça doit être dur parfois, un peu, mais maman elle est forte, et on a Geneviève qui nous garde quand maman travaille. Et Léo, c'est mon frère jumeau. On se ressemble pas, mais on pense pareil des fois. Des jumeaux, ça c'est chouette. Léo va bien. Oui, il est resté à l'école. Il va être jaloux que j'ai eu des points de suture et pas lui. » Le médecin sourit en terminant de nettoyer la plaie. « Voilà, petit bonhomme. 3 points, comme un vrai guerrier. Tu peux dire à ton frère que tu as été très courageux. » Pendant qu'il rédigeait l'ordonnance. Claire l'observait discrètement. Il ne portait pas d'alliance, remarqua-t-elle avant de se reprocher cette pensée. Qu'est-ce qui lui prenait de regarder s'il était marié? Elle sortait à peine d'une crise majeure avec Julien. Ce n'était vraiment pas le moment de « Madame Morel ». Le docteur Lefebvre lui tendait l'ordonnance. Antalgique pour la douleur, rien d'exceptionnel. Et surtout, n'hésitez pas si vous avez le moindre doute. « Merci docteur, combien je vous dois ?» « Rien du tout, c'est pris en charge. Ravi d'avoir fait votre connaissance. Nolan, et tâche de ne plus glisser sur la glace. » Il s'apprêtait à partir quand une agitation se fit entendre dans le couloir. Des voix, des pas précipités, et soudain Julien apparut dans l'encadrement de la porte, hors d'haleine, l'air affolé. « Nolan, mon Dieu, qu'est-ce qui s'est passé ?» Claire se figea. Comment avait-il su? Comment était-il arrivé si vite? Nolan regarda cet homme élégant avec curiosité. « Je suis tombée dans la cour d'école. Mais ça va, le docteur m'a soigné. » Julien s'avança vers son fils, les mains tendues, mais s'arrêta en voyant l'expression glaciale de Claire. « Claire, j'ai appris pour l'accident. Je suis venue dès que j'ai pu. Comment tu as su ?» siffla-t-elle entre ses dents. Le docteur Lefebvre observait la scène, visiblement mal à l'aise. Qui était cet homme qui prétendait connaître son patient? « Maman, c'est qui ce monsieur ?» demanda Nolan. Le silence qui suivit fut assourdissant. Julien regardait son fils avec une émotion intense. Claire tremblait de rage contenue, et le pauvre docteur Lefebvre ne comprenait rien à la situation. « Je suis... » balbutia Julien. « Un ami de maman ?» coupa Claire. « Un vieil ami qu'on n'avait pas vu depuis longtemps. »« Ah !» dit Nolan, pas totalement convaincu. Julien sortit de sa poche un petit sac en papier. « J'ai apporté ça pour toi, Nolan. »« Des bonbons pour que tu ailles mieux. » Il tendit le sac, mais Claire l'intercepta. « C'est très gentil, mais Nolan n'a pas le droit aux sucreries, n'est-ce pas, docteur ?» Le docteur Lefebvre, comprenant qu'il assistait à un drame familial, joua le jeu. « En effet, mieux vaut éviter le sucre aujourd'hui, mais c'est une très gentille attention, monsieur. Marchand, Damien Marchand. Eh bien, monsieur Marchand, Nolan se porte bien, une petite blessure sans gravité. » Tant mieux, tant mieux. Julien ne pouvait détacher ses yeux de son fils. Ce petit garçon qui lui ressemblait tant, qui le regardait avec la curiosité polie qu'on réserve aux étrangers, son propre fils le prenait pour un inconnu. « Bon, nous devons y aller. »
annonça Claire en prenant Nolan par la main. « Merci encore. »« Docteur, attendez, » dit le docteur Lefebvre en fouillant dans sa poche. « Voici ma carte, en cas de problème. N'hésitez vraiment pas, et... » Il marqua une pause. « Si vous avez besoin de quoi que ce soit d'autre, je suis là. » Claire prit la carte, surprise par la gentillesse dans sa voix. Leurs regards se croisèrent une seconde, et elle y lut quelque chose qui lui réchauffa le cœur, de la sincérité, de la bienveillance, ce qu'elle n'avait pas vu depuis des années dans le regard d'un homme. « Merci », murmura-t-elle, dans le couloir. Julien les rattrapa. « Claire, il faut qu'on parle. Il n'y a rien à dire. C'est mon fils aussi. Ton fils. » Claire se retourna, furieuse. « Ton fils, c'est ça. Et depuis quand? Depuis que tu as appris qu'il était à l'hôpital. Tu sais comment tu as su? Julien, parce que tu nous fais surveiller. Depuis combien de temps tu sais tout de notre vie sans jamais intervenir? » Nolan observait cette dispute d'adulte sans comprendre, mais en sentant la tension. « Maman, on rentre à la maison. »« Oui, mon chéri. »« On rentre ?» Elle prit Nolan dans ses bras. Il était encore assez léger pour ça, et s'éloigna sans un regard en arrière. Mais dans l'ascenseur, alors que Nolan s'endormait contre son épaule, épuisé par les émotions de la journée, Claire ne pouvait s'empêcher de penser à deux hommes. L'un qui était le père de son fils mais l'avait abandonné, l'autre qui venait de montrer plus de tendresse paternelle en 1 heure que Julien en 10 ans d'absence, et pour la première fois depuis des années, Claire Morel se demanda si elle méritait peut-être autre chose que la solitude et les fins de mois difficiles. Le samedi suivant l'accident de Nolan, Claire fut réveillée par des coups répétés à sa porte. 7 heures du matin, qui pouvait bien. Elle enfila sa robe de chambre élimée et regarda par l'œilleton. Un livreur en uniforme se tenait sur le palier. Les bras chargés de paquets colorés, « Madame Morel, livraison pour Léo et Nolan Delcourt. Il doit y avoir une erreur. » « Non, madame, c'est bien ça. Pouvez-vous signer ici, s'il vous plaît ?» Claire ouvrit la porte, intriguée. Le livreur déposa dans son salon une montagne de cadeaux. Une PlayStation 5 flambant neuve, des jeux vidéo, des vêtements de marque encore sous plastique, des baskets Nike dernier cri, et même un vélo électrique pour enfants. « Maman !» Léo apparut dans le couloir, les cheveux ébouriffés. « C'est quoi tout ça ?» Nolan le suivait, la tête encore bandée mais les yeux écarquillés devant ce trésor inattendu. « Waouh, c'est pour nous !» Claire chercha une carte, un mot explicatif. Elle le trouva glissé dans un sac de vêtements. « Pour mes fils. J'ai 10 ans de Noël à rattraper. »« Papa, papa !» Ce mot lui fit l'effet d'une gifle. Julien osait signer « papa » après 10 ans d'absence. « Maman, on peut ouvrir ?» demanda Léo, déjà en train de déballer la PlayStation. « Non, on ne touche à rien. » « Mais pourquoi ? Comment expliquer à des enfants de 9 ans que leur père venait d'essayer de les acheter avec des cadeaux hors de prix ? Parce qu'on ne connaît pas la personne qui a envoyé ça. Mais c'est marqué « papa », protesta Nolan en montrant la carte. Claire sentit le piège se refermer. Les garçons la regardaient avec incompréhension, puis avec cette lueur d'espoir qui lui brisa le cœur. « Papa est vivant ?» chuchota Léo. « C'est lui, le monsieur de l'hôpital », ajouta Nolan. Claire s'assit lourdement sur le canapé. Comment mentir davantage? Il finirait par découvrir la vérité, et son mensonge ne ferait qu'aggraver les choses. « Oui !» dit-elle dans un souffle. « Papa est vivant !» Le silence qui suivit fut assourdissant, puis Léo explosa. « Vivant? Mais pourquoi tu nous as dit qu'il était mort? Pourquoi il nous a jamais vus? Pourquoi ?»« Léo, calme-toi. Non, tu nous as menti. » Pendant des années, et papa aussi il nous a menti. Nolan, lui, était plus silencieux. Il regardait les cadeaux, puis sa mère, essayant de comprendre. Il était où, papa, pendant tout ce temps? À Marseille, il avait des problèmes, il ne pouvait pas revenir. Quel problème? Insista Léo. Des problèmes d'adultes, trop compliqués pour vous? On a 9 ans, maman, on comprend des choses. Claire soupira. Ils avaient raison. Ils comprenaient beaucoup de choses. Trop. Parfois. Papa avait fait des erreurs graves. Il a dû partir pour nous protéger. Ce n'était pas totalement faux. Julien avait effectivement fui pour échapper aux usuriers, mais il aurait pu revenir depuis longtemps. Et maintenant il veut nous voir, demanda Nolan. Je ne sais pas ce qu'il veut, mais Claire mentait. Elle savait exactement ce que voulait Julien. Se racheter une conscience en couvrant ses fils de cadeaux,
leur faire oublier 10 ans d'absence avec des PlayStation et des vêtements de marque. Le téléphone sonna. Numéro inconnu. « Claire, c'est Julien. Les garçons ont reçu mes cadeaux. Comment oses-tu? Je veux les voir. »« Claire, j'ai le droit de voir mes fils. Tu n'as aucun droit. Tu es mort légalement, je te rappelle. Je peux arranger ça, retrouver mon identité, expliquer que j'ai eu un accident, que j'avais perdu la mémoire. Tu plaisantes? Tu vas leur raconter que tu as eu une amnésie de 10 ans. » À l'autre bout du fil, Julien soupira. « Laisse-moi les voir 1 heure. 1 seule heure, Claire. Ils méritent de connaître leur père. Ils méritèrent de connaître leur père depuis 10 ans. Pas maintenant, pas comme ça. » Mais Léo avait entendu la conversation. Il se planta devant sa mère. Les poings sur les hanches. « Maman, on veut voir papa. »« Léo, on veut voir papa, » répéta Nolan en écho. Claire regarda ses fils, ces petits garçons qui avaient grandi sans père, qui s'étaient si souvent demandé pourquoi les autres enfants avaient un papa et pas eux. Comment leur refuser cette rencontre? 1 heure, dit-elle dans le téléphone. Dimanche après-midi, au parc de la Tête d'Or, et tu ne leur parles pas de ton argent. Tu ne leur fais pas de promesses. Tu ne leur dis rien sur ta nouvelle vie, c'est clair. Merci, Claire. Merci. Le dimanche après-midi, Claire accompagna les garçons au parc de la Tête d'Or. Ils avaient insisté pour porter leurs nouveaux vêtements. Un compromis qu'elle avait accepté à contre-cœur. Léo arborait un survêtement Adidas. Nolan des baskets qui clignotaient à chaque pas. Julien les attendait près du lac, élégant dans son manteau de cachemire, quand il vit arriver ses fils. Son visage s'illumina d'une joie si pure que Claire sentit son cœur se serrer malgré elle. Léo, Nolan. Les garçons s'approchèrent timidement. 10 ans d'absence, ça ne se rattrape pas en claquant des doigts. « Salut papa !» dit Léo avec une fausse désinvolture. « Bonjour monsieur !» ajouta Nolan, plus formel. « Tu peux m'appeler papa, Nolan, je suis ton papa. »« Ah, d'accord. » Le silence s'installa. Claire observait la scène depuis un banc proche, le cœur partagé entre la colère et une tristesse immense. Ces 3 hommes, car ses fils étaient déjà de petits hommes, auraient dû se connaître depuis toujours. « Vous aimez mes cadeaux ?» demanda maladroitement Julien. « Oui, la PlayStation est trop bien !» s'enthousiasma Léo. « Tu peux nous acheter FIFA 24. »« Léo !» le réprimanda Claire. « Bien sûr, » dit Julien. « Tout ce que vous voulez. Et des jeux pour la Switch aussi. Vous n'avez pas de Switch. »« Non. » Maman dit que c'est trop cher. Claire sentit le rouge lui monter aux joues. Julien regardait ses fils avec quelque chose qui ressemblait à de la culpabilité. « On va arranger ça ?» murmura-t-il. Ils marchèrent le long du lac. Julien posait des questions sur l'école, les copains, les activités. Les garçons répondaient poliment, mais Claire sentait qu'ils évaluaient cet homme, qu'ils essayèrent de comprendre qui il était vraiment. « Papa, » dit soudain Nolan, « pourquoi tu es parti ?» La question qui tue, Julien s'arrêta net. « C'est compliqué, mon grand. J'avais des problèmes, et je ne voulais pas que vous soyez en danger. » Quel genre de danger? Des méchants qui voulaient pas me faire du mal? Alors je suis parti pour vous protéger. Léo fronça les sourcils. Mais maintenant les méchants sont partis. Oui, maintenant je peux revenir. Et tu vas habiter avec nous. Julien jeta un coup d'œil vers Claire, qui détourna le regard. On va voir. Il faut que maman et moi, on discute. Moi je veux que tu habites avec nous, déclara Léo. On pourrait avoir une grande maison avec une piscine. Et une voiture comme dans les films, ajouta Nolan. Claire serra les dents. Ça commençait. Les rêves de luxe, les comparaisons avec leur vie actuelle. Exactement ce qu'elle redoutait. Les garçons, on ne demande pas ce genre de choses. Mais papa, il est riche. Il nous a dit qu'il était un grand patron. Julien, quoi? Ils ont le droit de savoir. Ils ont le droit de profiter de ce que j'ai construit. Avec quel argent tu as construit ton empire, Julien? Le ton était si froid que les garçons se turent instantanément. Ils sentaient la tension entre leurs parents. Sans comprendre pourquoi, l'heure s'acheva dans une ambiance tendue. Julien promit de revenir le week-end suivant, de les emmener au cinéma, peut-être dans un grand restaurant. Les garçons étaient ravis, Claire rongeait d'inquiétude. « Maman, » dit Léo sur le chemin du retour, « pourquoi tu es fâché contre papa? » « Je ne suis pas fâché, mon chéri. Si, ça se voit, tu lui parles comme à un méchant. Papa, il est gentil, » ajouta Nolan. « Il nous a fait des beaux cadeaux. »
Les cadeaux ne suffisent pas à faire un bon père. Mes amours, mais c'est mieux que pas de papa du tout. Cette phrase de Léo lui fit l'effet d'une gifle. Avait-elle été égoïste de les priver de leur père, même un père imparfait? Le lundi matin, en emmenant les garçons à l'école, Claire croisa le docteur Lefebvre qui sortait de la boulangerie du coin. « Bonjour Madame Morel, comment va notre blessé ?»« Bonjour docteur, ça va beaucoup mieux, merci. Tant mieux, et vous ça va ?» Il y avait quelque chose de sincèrement bienveillant dans sa voix, qui fit monter les larmes aux yeux de Claire. « Ça va. Enfin, c'est compliqué. Maman, on peut y aller, on va être en retard, » protesta Léo. « Allez-y, je vous rattrape, » dit le docteur Lefebvre. « Madame Morel, vous avez l'air fatiguée, si vous avez besoin de parler. C'est gentil, mais je ne voudrais pas vous déranger. Vous ne me dérangez pas. J'ai une pause déjeuner aujourd'hui. Si ça vous dit de prendre un café. » Claire hésita. Elle ne connaissait pratiquement pas cet homme, mais il dégageait une telle impression de sincérité, de stabilité. « D'accord. 12h30 au café de la place Bellecour. Parfait. À tout à l'heure. » En regardant s'éloigner cet homme simple et bienveillant, Claire ne put s'empêcher de le comparer à Julien. L'un étalait sa richesse pour impressionner, l'autre proposait juste une oreille attentive, l'un avait abandonné ses enfants, l'autre soignait ceux des autres avec tendresse. Pour la première fois depuis longtemps, Claire Morel se dit qu'elle méritait peut-être mieux que la solitude et les fantômes du passé. Le café de la place Bellecour bruissait de conversation en cette heure de déjeuner. Claire arriva légèrement en retard, cherchant du regard le docteur Lefebvre. Elle le trouva installé près de la fenêtre, absorbé dans la lecture d'un journal médical. « Excusez-moi, j'ai eu un coup de feu au service. Aucun problème, » sourit Antoine en se levant pour l'accueillir. « J'ai commandé un café, j'espère que ça vous va. » « Parfait. » Ils s'installèrent de l'un en face de l'autre. Claire observa discrètement cet homme qui lui tendait une main secourable sans rien demander en retour. Antoine Lefebvre avait quelque chose de rassurant, une prestance tranquille qui contrastait avec l'agitation perpétuelle de sa propre vie. Alors, ces complications dont vous parliez ce matin, Claire hésita. Par où commencer? Comment expliquer à un quasi-inconnu que sa vie venait de basculer à nouveau? Le père de mes enfants, celui que je croyais mort depuis 10 ans, il est réapparu. Antoine haussa les sourcils, visiblement surpris. L'homme de l'hôpital, l'autre jour. Vous êtes perspicace? Oui, c'était lui, Julien, ou plutôt Damien Marchand, comme il se fait appeler maintenant. Il avait changé d'identité. Toute sa vie est un mensonge. Il a simulé sa mort pour échapper à des dettes, et pendant que j'élevais nos enfants dans la précarité, lui bâtissait un empire immobilier à Marseille. Les mots sortaient comme un torrent longtemps contenu. Antoine écoutait sans jugement, se contentant de hocher la tête de temps à autre. Et maintenant, il veut récupérer ses fils avec des cadeaux hors de prix, une PlayStation, des vêtements de marque. Les garçons sont éblouis, évidemment. Comment lutter contre ça? En restant vous-même, répondit simplement Antoine. L'argent peut impressionner, mais il ne remplace pas l'amour véritable. Vos fils le savent, même s'ils sont tentés par le luxe. Vous croyez? Parfois j'ai l'impression d'être égoïste de leur refuser cette vie facile qu'il peut leur offrir. Claire, je peux vous appeler Claire. Vous avez élevé ces enfants seuls pendant 10 ans. Vous avez fait des sacrifices énormes pour eux. Ça, aucun argent ne peut le remplacer. Il y avait tant de conviction dans sa voix que Claire sentit les larmes monter. Quand était-ce la dernière fois qu'un homme lui avait dit qu'elle faisait bien les choses? Pardonnez-moi, je ne devrais pas vous embêter avec mes problèmes. Vous ne m'embêtez pas du tout, au contraire. Antoine marqua une pause. Moi aussi j'ai été seule pour élever un enfant. Ma femme est morte d'un cancer quand notre fille avait 3 ans. Oh, je suis désolée. Margot a maintenant 15 ans. Ces années ont été difficiles. Mais nous nous en sommes sortis. Ce que je veux dire, c'est que je comprends ce que vous ressentez. Ce parallèle entre leur vie créa instantanément une complicité. Ils parlèrent encore une demi-heure, évoquant les difficultés du quotidien, les moments de doute, les petites victoires. Claire se sentait comprise, écoutée, respectée. « Il faut que j'y aille », dit-elle finalement en regardant sa montre. « Mon service de l'après-midi commence bientôt. » « Bien sûr. Claire, si vous avez besoin de parler, n'hésitez pas. Voici mon numéro personnel. » Elle prit le bout de papier qu'il lui tendait, leurs doigts s'effleurant brièvement. « Merci Antoine, vraiment. » En rentrant chez elle ce soir-là,
Claire réfléchissait à cette rencontre. Antoine représentait tout ce que Julien n'était pas. La stabilité, la sincérité, la présence. Mais avait-elle le droit de penser à un autre homme, alors que sa vie était sans dessus-dessous? Le vendredi suivant, Claire prit une décision qui la surprit elle-même. Elle chercha sur Internet « Investigateur privé Lyon » et nota plusieurs adresses. Il lui fallait la vérité sur ces 10 années d'absence de Julien. Toute la vérité, l'agence qu'elle choisit se trouvait dans le 6e arrondissement, dans un immeuble discret près de la Part-Dieu. Au 3e étage, une plaque sobre. M. Bellamy, investigation privée. Claire poussa la porte et découvrit un bureau spartiate. Un homme d'une 50aine d'années, aux cheveux grisonnants et au regard fatigué, leva les yeux de ses dossiers. « Madame, Claire Morel, j'ai appelé ce matin pour un rendez-vous. »« Ah oui, asseyez-vous, Marc Bellamy. Que puis-je faire pour vous ? Je voudrais que vous enquêtiez sur quelqu'un, mon ex-mari, que je croyais mort depuis 10 ans et qui vient de réapparaître. » Marc Bellamy prit des notes méthodiquement pendant que Claire racontait son histoire. Quand elle mentionna le nom de Damien Marchand, elle crut voir l'investigateur tressaillir imperceptiblement. « Damien Marchand, investisseur immobilier marseillais. Vous le connaissez. De nom. Continuez. » Claire expliqua le faux accident, la nouvelle identité. L'empire bâti pendant qu'elle élevait les enfants dans la précarité. Bellamy l'écoutait avec une attention particulière, prenant des notes de plus en plus nombreuses. « Que voulez-vous savoir exactement ? » « Tout. Comment il a obtenu ces faux papiers ? D'où vient son argent de départ ? Pourquoi il n'est jamais revenu ? Je veux comprendre comment l'homme que j'aimais a pu nous abandonner si facilement. Cette enquête peut prendre du temps et coûter cher. Combien ? Bellamy annonça un tarif que Claire ne pouvait absolument pas se permettre. Elle commença à se lever, dépitée. « Attendez, dit-il soudain. Dans votre cas, je peux faire un effort sur mes honoraires, disons. Un tiers du tarif habituel. Pourquoi ? Disons que cette affaire m'intéresse particulièrement. » Il y avait quelque chose d'étrange dans son regard. Mais Claire était trop soulagée pour s'y attarder. « D'accord. Quand pouvez-vous commencer ? Dès maintenant, je vous donnerai des nouvelles dans une semaine. » En rentrant chez elle, Claire trouva les garçons en train de jouer à la PlayStation avec Geneviève, qui les regardait d'un air désapprobateur. « Ces machines sont une calamité, » grommela la vieille dame. « De mon temps, les enfants jouaient dehors. Geneviève, vous n'êtes pas obligée de rester. Je peux gérer. » Ma petite Claire, on dirait que tu portes le monde sur tes épaules. Qu'est-ce qui se passe encore ? Claire hésita, puis raconta sa visite chez l'investigateur privé. Geneviève l'écouta en fronçant de plus en plus les sourcils. « Tu as bien fait. Cet homme vous a fait assez de mal comme ça. Il faut que tu saches à qui tu as affaire. »« Maman » appela Léo depuis le salon. « Papa a téléphoné. Il veut nous emmener au restaurant demain soir, dans un grand restaurant chic. » Claire soupira. La guerre psychologique continuait. Le lendemain soir, Julien vint chercher les garçons dans une Porsche rutilante qui fit sensation dans la rue. Les voisins étaient aux fenêtres, les enfants du quartier bouche bée. « Waouh, papa, c'est ta voiture !» s'extasia Léo. « Une de mes voitures », répondit Julien avec une fausse modestie. Claire les regarda partir avec un pincement au cœur. Ses fils, si fiers dans leurs nouveaux vêtements. Montant dans cette voiture de luxe, ils découvraient un monde qu'elle ne pourrait jamais leur offrir. 3 heures plus tard, ils revinrent les yeux brillants d'excitation. « Maman, on a mangé du caviar et du homard, et le serveur nous appelait « jeunes messieurs ». Et papa nous a dit qu'on pourrait avoir une chambre chacun dans sa maison de Marseille, une piscine chauffée sur la terrasse, et une salle de jeu rien que pour nous. » Claire écoutait ce flot d'enthousiasme le cœur serré. Comment rivaliser avec ça ? Comment expliquer à des enfants de 9 ans que l'argent ne fait pas le bonheur quand ils découvraient un luxe inouï ? Et vous lui avez parlé de quoi ? Ben, de l'école, de nos copains, dit Nolan, et on lui a dit que tu travaillais beaucoup pour nous. Papa, il était triste quand on a dit ça, ajouta Léo. Il a dit qu'il allait arranger les choses, avec de l'argent, évidemment. Tout s'arrangeait toujours avec de l'argent. Dans le monde de Julien, le mercredi suivant, Marc Bellamy l'appela. « Madame Morel, j'ai des informations pour vous. Pouvez-vous passer à mon bureau ?» 1 heure plus tard, Claire était assise face à l'investigateur,
qui avait étalé plusieurs dossiers sur son bureau. Votre ex-mari est effectivement parti de Lyon en octobre 2013, après avoir organisé sa fausse mort. Mais ce n'est pas tout. Avant de disparaître, il a vidé les comptes de sa société, 8 millions d'euros. 8 millions. Claire écarquilla les yeux. Argent appartenant à son associé de l'époque, un certain Marc Bellamy. Le nom résonna étrangement. Claire regarda l'investigateur avec surprise. Marc Bellamy, comme vous, l'homme la fixa intensément. Exactement comme moi, parce que c'est moi, Madame Morel. Je suis l'homme que votre mari a ruiné il y a 10 ans. Le silence qui suivit fut assourdissant. Claire sentit le sol se dérober sous ses pieds. Vous êtes son ancienne victime. Julien Delcourt a détruit ma vie, ma société, mes économies, ma famille. Ma femme m'a quittée à cause des dettes, j'ai tout perdu. Et vous ne me l'avez pas dit. J'avais besoin que vous me fassiez confiance. Maintenant, écoutez-moi bien. Votre mari n'a pas seulement volé de l'argent, il a brisé des vies, et il continue. Vous voulez la vérité? La voici. Bellamy ouvrit un dossier épais. Pendant ces 10 années, Julien vous faisait surveiller par des détectives. Il savait tout. Vos difficultés financières, les fois où vous avez dû emprunter de l'argent, quand Nolan a été hospitalisé et que vous n'arriviez pas à payer tous les frais médicaux. Il savait tout, et il n'a jamais bougé le petit doigt pour vous aider. Il préférait son petit confort à Marseille. Les preuves s'étalaient sous les yeux de Claire. Photos de surveillance, rapports de détective, relevés bancaires montrant l'enrichissement progressif de Julien. « Pourquoi vous me montrez ça ?» murmura-t-elle. Marc Bellamy la regarda droit dans les yeux. « Parce que votre mari va payer, pour tout, et vous allez m'aider. » Claire resta figée dans le bureau de Marc Bellamy, les documents étalés devant elle comme autant de preuves d'une trahison qu'elle n'avait même pas soupçonnée. Les photos de surveillance la montraient sortant de chez elle, emmenant les garçons à l'école, faisant ses courses au supermarché Discount. 10 ans de sa vie épiée, documentée, archivée. « Vous me demandez de vous aider ?» dit-elle lentement. « Mais vous m'avez menti, vous aussi. » « Vous vous êtes servi de moi. » Marc Bellamy ôta ses lunettes et se massa les tempes. « Vous avez raison. J'aurais dû vous dire la vérité dès le début. Mais comprenez-moi, j'attends ce moment depuis 10 ans, quand vous êtes venu me voir, parlant de Damien Marchand. C'était comme si le destin m'offrait enfin une chance de récupérer ce qui m'appartient. Et qu'est-ce que vous voulez exactement? Justice. Que Julien rende l'argent qu'il a volé, qu'il paie pour ce qu'il a fait. » Claire examina les photos plus attentivement. L'une d'elles la montrait sortant de la pharmacie avec Nolan malade, l'air épuisé et inquiet. Une autre la saisissait, comptant ses derniers euros devant la caisse du supermarché. Il savait, pour la pneumonie de Nolan. Tout. Votre détresse, quand vous n'arriviez pas à payer tous les médicaments. Vos nuits blanches à son chevet. Il a même su que vous aviez dû emprunter 500 € à votre voisine pour les frais d'hôpital. La nausée monta. Julien avait assisté à leur galère en spectateur, confortablement installé dans son penthouse marseillais. « Montrez-moi le reste. » Bellamy ouvrit un second dossier. Relevé bancaire de Julien, acquisitions immobilières, lifestyle de millionnaire. En face, un autre dossier, les factures impayées de Claire, ses demandes de crédit refusées, ses lettres désespérées aux organismes sociaux. « Le contraste est saisissant, n'est-ce pas ?» murmura Bellamy. Pendant qu'il s'achetait sa 3e Porsche, vous étiez convoqué par l'assistante sociale parce que vos fils n'avaient pas de manteau d'hiver. Claire se souvenait de cette humiliation, devoir expliquer qu'elle faisait de son mieux, que les fins de mois étaient difficiles, que ses enfants étaient aimés même s'ils n'avaient pas tout ce qu'il fallait. Qu'est-ce que vous proposez? Nous avons assez de preuves pour l'accuser de fraude, d'usurpation d'identité, de vol. Les autorités françaises s'intéressent déjà à certaines de ces transactions. Il suffit de leur fournir les éléments manquants. Et mes fils, dans tout ça, ils viennent de retrouver leur père, un père qui les a abandonnés. Claire, regardez ces documents. Cet homme vous a observé souffrir pendant des années sans jamais lever le petit doigt. Vous appelez ça un père. Claire ferma les yeux. Elle pensait à Léo et Nolan, à leur joie quand Julien les emmenait au restaurant, à leurs rêves de piscine et de chambres individuelles. Comment leur faire comprendre que tout ça était bâti sur le malheur d'autres gens? J'ai besoin de réfléchir. Bien sûr, mais ne tardez pas trop. Plus on attend, plus il aura le temps de faire disparaître des preuves, en rentrant chez elle.
Claire trouva les garçons en train de faire leurs devoirs à la table de la cuisine, scène si normale, si rassurante après la tempête qu'elle venait de traverser. « Maman, ça va ?» demanda Nolan en la voyant pâle. « Tu as l'air fatiguée. »« Ça va, mon poussin. Vous avez passé une bonne journée. Super. Et devine quoi? Papa nous a appelés à l'école. » Claire se figea. « Comment ça, appelés à l'école? » « Il a dit qu'il avait donné son numéro à la directrice, au cas où, » expliqua Léo. « Et il nous a proposé de venir nous chercher demain pour aller au cinéma. Sans me demander mon autorisation. Il a dit que tu étais d'accord. » Claire sentit la colère monter. Non seulement Julien la contournait, mais il impliquait l'école dans ses manœuvres. Jusqu'où irait-il? Son téléphone vibra. Message de Julien. « Claire, il faut qu'on parle. Les garçons méritent mieux que cette vie. Je peux leur offrir tout ce dont ils ont besoin. » Elle répondit immédiatement. « Rendez-vous demain 14h, Café de la République, et tu arrêtes de contacter l'école sans mon accord. » Le lendemain après-midi, Claire arriva au café avec 20 minutes de retard. Volontairement, elle voulait que Julien comprenne qu'elle ne serait plus à sa disposition. Il l'attendait, impeccable dans son costume sur mesure, consultant son téléphone professionnel. Quand il la vit, son visage s'éclaira de ce sourire charmeur qu'elle avait tant aimé autrefois. « Claire, tu es resplendissante. Épargne-moi tes compliments. Julien, qu'est-ce que tu veux ?» Il commanda 2 cafés sans lui demander son avis. Habitude de riche habitué à décider pour les autres. « Je veux que nous redevenions une famille. Toi, moi, les garçons. J'ai une villa magnifique à Marseille, vue sur la mer. 5 chambres. Avec l'argent de qui tu as acheté cette villa ?» Julien se raidit imperceptiblement. « Qu'est-ce que tu veux dire? 8 millions d'euros, Julien. L'argent de Marc Bellamy. C'est avec ça que tu as construit ton petit empire. » Le visage de Julien se décomposa. Il regarda autour de lui, s'assurant que personne n'écoutait. « Comment tu sais ça? J'ai engagé un détective privé. Figure-toi que c'est Bellamy lui-même. Tu imagines un peu le hasard. Claire, tu ne comprends pas. J'étais désespérée. J'avais des dettes énormes. Des gens qui menaçaient de s'en prendre à vous. Alors tu as volé ton associé et tu nous as abandonnés. Brillante stratégie. J'allais tout rembourser. J'ai toujours eu l'intention de... De quoi? De revenir. Ça fait 10 ans, Julien. 10 ans que tu nous regardes crever à petit feu. » Plusieurs clients se retournèrent. Claire baissa la voix, mais sa fureur était intacte. « Tu savais, pour la pneumonie de Nolan, tu savais que je n'arrivais pas à payer les médicaments. Tu savais que les garçons n'avaient pas de manteau d'hiver, et tu n'as rien fait. Si, j'ai failli plusieurs fois. Failli. Tu as failli, pendant que moi je ne faillissais pas à élever tes fils, pendant que je ne faillissais pas à travailler 2 jobs pour payer le loyer, pendant que je ne faillissais pas à leur donner tout l'amour qu'un père absent ne pouvait pas leur donner. » Julien baissa les yeux. Pour la première fois, il semblait réaliser l'ampleur de ce qu'il avait fait. « Claire, je sais que j'ai mal agi, mais maintenant je peux tout réparer. Je peux vous donner la vie que vous méritez. Avec de l'argent volé. L'argent n'a pas d'odeur. Les garçons pourront aller dans les meilleures écoles, avoir tout ce qu'ils veulent. Ils ne veulent pas tout avoir, Julien. Ils voulaient juste un père. » Le silence s'installa. Julien tripotait nerveusement sa cuillère. Claire le regardait avec un mélange de pitié et de dégoût. « Tu sais ce qui me révolte le plus, » reprit-elle. « Ce n'est pas que tu aies volé, ce n'est pas que tu aies menti, c'est que tu aies regardé tes propres enfants grandir dans la précarité en te disant que ton confort personnel était plus important que leur bien-être. Ce n'est pas vrai. Si, tu les as abandonnés, Julien. Tu as choisi ta petite vie de riche plutôt que d'assumer tes responsabilités, et maintenant tu veux les récupérer avec des PlayStation et des sorties au restaurant. Tu crois vraiment que ça efface 10 ans d'absence ?» Julien releva la tête, et Claire vit quelque chose changer dans son regard. Un durcissement, une froideur qu'elle ne lui connaissait pas. « Très bien. Si c'est comme ça que tu vois les choses, je vais demander la garde des enfants. Pardon, j'ai les moyens de leur offrir une vie décente. Pas toi. N'importe quel juge le verra. Tu es officiellement mort, Julien. Tu ne peux rien demander du tout. Je peux retrouver mon identité, expliquer que j'ai eu des problèmes de mémoire, que j'ai été soignée à l'étranger, j'ai les moyens de payer les meilleurs avocats. » Claire le regardait. Sidérée, l'homme qu'elle avait aimé, le père de ses enfants, la menaçait de lui enlever ses fils. « Tu n'oserais pas. Essaie-moi.
Ces enfants méritent mieux qu'une mère qui travaille comme serveuse et qui ne peut même pas leur payer des vacances. La gifle partit toute seule. Claire ne réalisa qu'elle avait frappé Julien qu'en voyant la marque rouge sur sa joue et les regards scandalisés des autres clients. « Ne me menace jamais de m'enlever mes enfants », siffla-t-elle entre ses dents. « Jamais. » Elle se leva et partit sans se retourner, laissant Julien seul avec sa joue douloureuse et sa colère. En rentrant chez elle, Claire trouva Geneviève qui l'attendait, inquiète. « Ma petite, les garçons m'ont dit que vous aviez rendez-vous avec leur père. Comment ça s'est passé ?»« Mal, très mal. » Claire s'effondra sur son canapé et raconta la menace de Julien. Geneviève l'écouta en serrant les poings. « Ce salaud ose te menacer. Après ce qu'il vous a fait. Geneviève, qu'est-ce que je vais faire? Il a l'argent, les relations, les moyens. Et si un juge estime vraiment que les garçons seraient mieux avec lui ?» La vieille dame s'assit à côté d'elle et lui prit les mains. « Écoute-moi bien, ma petite. L'amour ne s'achète pas. Ces enfants t'adorent. Ils savent qui a été là dans les moments difficiles. Aucun juge sensé ne pourra ignorer ça. Vous croyez? J'en suis sûre. Et puis, tu n'es pas seule. Il y a moi. Il y a ce gentil docteur qui s'intéresse à toi. Il y a cet investigateur qui veut faire payer ton ex-mari. » Claire pensa à Antoine, à sa proposition de café, à sa bienveillance naturelle, puis à Marc Bellamy et à sa soif de justice. Peut-être que vous avez raison, peut-être qu'il est temps que Julien paye pour ce qu'il a fait. Ce soir-là, quand les garçons furent couchés, Claire appela Marc Bellamy. « Monsieur Bellamy, c'est Claire Morel, je suis prête à vous aider, dites-moi ce qu'il faut faire. » À l'autre bout du fil, l'investigateur sourit dans l'obscurité de son bureau. Après 10 ans d'attente, la justice allait enfin avoir lieu. Une semaine après sa conversation téléphonique avec Marc Bellamy, Claire se retrouva dans les locaux de la police judiciaire de Lyon. L'inspecteur Dubois, un homme méticuleux aux cheveux poivre et sel, examinait attentivement les dossiers que Bellamy avait constitués. « Madame Morel, ces documents sont impressionnants. Votre ex-mari a construit tout un système pour effacer ces traces, mais il a laissé suffisamment d'indices pour que nous puissions reconstituer le puzzle. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Fraude documentaire, usurpation d'identité, vol aggravé. Nous avons de quoi l'inculper, mais il nous faut encore quelques éléments pour boucler le dossier. » Marc Bellamy, assis à côté de Claire, se pencha vers l'inspecteur. « Qu'est-ce qu'il vous manque? Des preuves de ses mouvements financiers récents. Si nous pouvons établir qu'il continue à blanchir de l'argent ou à dissimuler des revenus, je peux vous aider ?» dit Claire soudain. « Il m'a proposé de m'installer avec lui à Marseille. Je pourrais accepter, voir de l'intérieur comment il fonctionne. »« Non !» s'exclama Bellamy. « C'est trop dangereux. Si Julien découvre que vous l'espionnez... » « Monsieur Bellamy a raison, » approuva l'inspecteur. « Nous allons procéder autrement. Nous avons déjà ouvert une enquête discrète sur ses comptes, avec les éléments que vous nous avez fournis. Ça devrait suffire. » En sortant du commissariat, Claire se sentait à la fois soulagée et anxieuse. La machine judiciaire était en marche, mais elle pensait à ses fils. Comment leur expliquer que leur père retrouvé allait peut-être de nouveau disparaître? Le samedi suivant, Julien vint chercher les garçons pour sa visite habituelle. Claire observa son ex-mari avec un œil nouveau, maintenant qu'elle connaissait la vérité sur sa fortune. Son élégance lui paraissait obscène. Ce manteau de cachemire, cette montre Rolex, cette assurance tranquille, tout était payé avec l'argent volé à Marc Bellamy. « Claire, » dit Julien en voyant les garçons monter dans sa voiture, « j'ai réfléchi à notre conversation de l'autre jour. Je maintiens ma proposition. Venez vous installer à Marseille, tous les trois, et mes menaces concernant la garde des enfants. » Julien eut au moins la décence de paraître gêné. « J'étais en colère. Je ne pensais pas ce que j'ai dit. »« Menteur, » pensa Claire. « Tu pensais chaque mot. »« J'ai besoin de temps pour réfléchir. Bien sûr, prends tout le temps qu'il faut. » Après leur départ, Claire se retrouva seule avec ses pensées. Elle appela Antoine, qui avait proposé de l'emmener déjeuner quand elle serait libre. « Claire, comment allez-vous? Ça va? Enfin, c'est compliqué. Vous êtes toujours partant pour ce déjeuner? Bien sûr, je passe vous chercher dans 1 heure. » Antoine l'emmena dans un petit restaurant du Vieux-Lyon, loin du faste des établissements que fréquentait Julien. L'endroit était simple, chaleureux, et Claire s'y sentit immédiatement à l'aise. « Vous avez l'air préoccupé » remarqua Antoine en étudiant son visage.
Les choses se compliquent avec Julien et je ne sais plus très bien où j'en suis. » Elle lui raconta les derniers développements. L'enquête de police, les menaces de Julien, sa propre culpabilité de peut-être priver ses fils d'un père riche et influent. « Claire, regardez-moi, » dit Antoine en posant sa main sur la sienne. « Vous n'êtes responsable de rien. Cet homme a fait des choix terribles et il doit en assumer les conséquences. Mais les garçons l'adorent. Ils découvrent un monde qu'ils n'avaient jamais imaginé. L'admiration basée sur l'argent et les cadeaux, ça ne dure pas. Vos fils sont intelligents, ils comprendront. » Antoine marqua une pause, visiblement hésitant. « Il y a autre chose que je voulais vous dire. Margot, ma fille, aimerait vous rencontrer. Elle a entendu parler de vous et elle est curieuse. » Claire sentit son cœur battre plus vite. Rencontrer la fille d'Antoine, c'était franchir un cap dans leur relation naissante. J'aimerais beaucoup faire sa connaissance. Parfait. Et qui sait, peut-être que nos enfants s'entendront bien. Pour la première fois depuis des semaines, Claire se mit à rêver d'un avenir différent. Une famille recomposée, unie par l'amour et non par l'argent. Antoine et sa fille, elle et ses garçons. Une vraie famille. Le soir même, quand Julien ramena Léo et Nolan, Claire remarqua immédiatement que quelque chose avait changé. Les garçons étaient moins exubérants que d'habitude, presque pensifs. « Alors, cette sortie ?» demanda-t-elle. « C'était bien », répondit Léo sans conviction. « Juste bien. » Nolan regarda son frère, puis sa mère. « Maman, pourquoi papa il connaît pas nos copains? Il sait même pas qui est notre maîtresse. Et il savait pas qu'on n'aime pas les épinards, » ajouta Léo. « Au restaurant, il a commandé pour nous sans demander. » Claire sentit son cœur se serrer. Ses fils commençaient à réaliser qu'un père, ce n'était pas seulement quelqu'un qui offre des cadeaux. Et puis, continua Nolan, il a dit des choses bizarres. Quel genre de choses? Les garçons échangèrent un regard. Il a dit que tu travaillais trop, expliqua Léo. Que c'était pas normal qu'une femme se fatigue autant, qu'avec lui, tu pourrais rester à la maison et t'occuper de nous. Il a dit ça. Oui, et aussi que notre appartement était trop petit, que Geneviève était trop vieille pour nous garder. Claire serra les poings. Julien critiquait leur vie, dénigrait les gens qui les avaient aidés. Il essayait de convaincre les garçons que leur existence actuelle était misérable. Et vous, qu'est-ce que vous avez répondu? Qu'on était très bien comme ça, dit fièrement Nolan. Que Geneviève c'est notre mamie du cœur et qu'on veut pas qu'elle soit triste. Et que toi tu travailles pas trop, tu travailles juste ce qu'il faut pour nous, ajouta Léo. Claire les prit dans ses bras, émue par leur loyauté instinctive. Mes amours, vous savez que quoi qu'il arrive, je vous aimerai toujours. Nous aussi, maman, dirent-ils en chœur. Le lundi matin, l'inspecteur Dubois appela Claire. Madame Morel, nous avons du nouveau. Nous avons découvert que votre ex-mari possède plusieurs comptes offshore et qu'il continue à manipuler ses revenus pour échapper au fisc. Nous allons procéder à son arrestation cette semaine. Claire sentit ses jambes se dérober. Cette semaine, mais, les garçons, nous ferons en sorte que ce soit discret, pas devant les enfants. Et après, qu'est-ce qui va se passer? Instruction, puis procès. Avec les charges qui pèsent contre lui, il risque plusieurs années de prison ferme. Après avoir raccroché, Claire resta longtemps assise dans sa cuisine. Dans quelques jours, Julien serait arrêté, leurs fils perdraient de nouveau leur père, mais cette fois, il saurait les pourquoi. Son téléphone vibra. Message d'Antoine. Pensez-vous à vous ce matin. Courage pour tout ce qui vous attend. Cette simple attention lui réchauffa le cœur. Oui, il y aurait une suite après Julien. Une suite meilleure. Le mercredi soir, Claire attendait le retour des garçons de l'école quand son téléphone sonna. Numéro inconnu. Allô, Claire, c'est Julien. Écoute-moi bien. Je sais ce que tu as fait. Sa voix était différente, froide, menaçante. Claire sentit un frisson lui parcourir l'échine. Je ne vois pas de quoi tu parles. Bellamy, la police, tu crois que je suis idiot? Mes avocats m'ont prévenu qu'une enquête était en cours. Julien, tu as détruit nos chances de réconciliation, Claire. Nos fils vont en pâtir. Nos fils méritant la vérité. La vérité, c'est que sans moi, vous allez retourner à votre petite vie misérable. Et quand j'aurai prouvé mon innocence, je reviendrai chercher mes enfants. Tu ne pourras pas prouver ton innocence. Tu es coupable. On verra. Mais sache une chose. Cette guerre, tu viens de la déclarer. Et moi, je ne perds jamais. Il raccrocha.
Claire resta figée, le téléphone à la main. Julien savait, et il allait se battre. Ce soir-là, elle coucha les garçons en leur racontant une histoire comme si de rien n'était. Mais elle savait que leur monde allait bientôt basculer de nouveau, dans sa chambre. Elle regarda par la fenêtre. Une voiture noire était garée dans la rue, tous feux éteints. Julien la faisait-il surveiller? Ou était-ce déjà la police qui préparait son arrestation? Claire ferma les rideaux et appela Antoine. « Bonsoir, c'est Claire, je peux vous voir, j'ai besoin de parler à quelqu'un. » « Bien sûr, j'arrive. » Une demi-heure plus tard, Antoine était là, rassurant dans sa simplicité. Pas de costume de luxe, pas de montre clinquante. Juste un homme bien qui venait la soutenir quand elle en avait besoin. « Racontez-moi tout, » dit-il simplement. Et Claire raconta l'enquête, l'arrestation imminente, les menaces de Julien. Antoine l'écouta sans l'interrompre, lui tenant la main quand l'émotion la submergeait. « Vous avez fait ce qu'il fallait, » dit-il finalement. « Et quoi qu'il arrive, vous ne serez pas seul. » Cette nuit-là, pour la première fois depuis des semaines, Claire dormit paisiblement. Demain, Julien serait peut-être arrêté, mais elle avait Antoine. Elle avait Geneviève, elle avait ses fils, et ça, aucun argent au monde ne pourrait le lui acheter. Le jeudi matin, Claire accompagnait les garçons à l'école comme tous les jours, quand elle remarqua l'agitation inhabituelle dans la rue. Plusieurs voitures banalisées étaient égarées près de son immeuble. Et des hommes en civil parlaient dans des talkie-walkies. « Maman, c'est quoi tous ces gens ?» demanda Nolan. « Je ne sais pas, mon poussin. Allez, dépêchez-vous ou vous allez être en retard. » Mais Claire savait. L'arrestation de Julien était imminente. Elle déposa les garçons devant l'école et rentra rapidement chez elle. L'inspecteur Dubois l'attendait sur le palier, accompagné de plusieurs policiers. « Madame Morel, nous procédons à l'arrestation de Julien Delcourt dans 1 heure. Nous avons préféré vous prévenir. Où ça va se passer. À son hôtel. Il loge au Grand Hôtel Dieu depuis quelques jours. Nous pensons qu'il se préparait à fuir. » Claire hocha la tête. Une partie d'elle était soulagée que cette mascarade prenne fin, mais elle pensait déjà aux explications qu'elle devrait donner à Léo et Nolan. « Il y aura les médias. Nous ferons notre possible pour rester discrets. Mais quand l'information sortira, l'affaire va faire du bruit. Un homme officiellement mort depuis 10 ans qui réapparaît millionnaire, ça intéresse les journalistes. » Après le départ des policiers, Claire appela son travail pour prévenir qu'elle ne viendrait pas, puis téléphona à Geneviève. « Ma petite, j'ai vu tous ces policiers dans la rue ce matin. C'est pour ton ex-mari. »« Oui, ils vont l'arrêter aujourd'hui. Et les garçons? Je vais les chercher plus tôt à l'école. Il faut que je leur explique avant qu'ils l'apprennent par quelqu'un d'autre. » À 14h, Claire était devant l'école Édouard Herriot. Elle avait prétexté un rendez-vous médical pour récupérer Léo et Nolan plus tôt. Sur le chemin du retour, elle cherchait ses mots. « Les garçons, il faut qu'on parle de papa. Il va venir nous voir aujourd'hui, » demanda Léo avec enthousiasme. « Non, mon chéri, papa a des problèmes avec la police. » Les 2 garçons s'arrêtèrent, net au milieu du trottoir. « Quel problème ?» demanda Nolan, soudain très sérieux. Avant de disparaître, il y a 10 ans, papa a fait des choses interdites. Il a volé de l'argent à des gens. Volé. Léo écarquilla les yeux. Comme un bandit. Pas exactement comme un bandit. Mais, oui, il a pris de l'argent qui ne lui appartenait pas. Ils rentrèrent chez eux en silence, dans l'appartement. Claire s'assit sur le canapé et attira ses fils près d'elle. Vous vous souvenez de tous ces beaux cadeaux que papa vous a offerts? La PlayStation, les vêtements, les sorties au restaurant? Les garçons hochèrent la tête. Eh bien, papa a acheté tout ça avec l'argent qu'il avait volé, et maintenant, la police l'a découvert. Ça veut dire qu'on va plus le voir, demanda Nolan d'une petite voix. Probablement pas pendant longtemps, mon poussin. Léo, qui était resté silencieux, explosa soudain. C'est pas juste. Pourquoi papa il a fait ça? Pourquoi il peut pas être normal comme les autres papas? Je ne sais pas, mon amour. Parfois les adultes font des erreurs très graves. Et nous, on va garder les cadeaux, demanda pratiquement Nolan. Claire n'avait pas pensé à ça. Fallait-il rendre la PlayStation et les vêtements? Expliquer à des enfants de 9 ans que leurs jouets étaient issus d'un vol? On verra, mon chéri. L'important, c'est que vous compreniez que papa vous aime, mais qu'il a fait de très mauvais choix. Plus mauvais que nous mentir pendant 10 ans, demanda Léo avec une lucidité déconcertante. Claire resta sans voix. Son fils de 9 ans venait de résumer en une phrase toute la tragédie de leur situation.
Le soir même, l'information faisait les gros titres des journaux locaux. Un homme disparu depuis 10 ans arrêté pour fraude à Lyon. Les télés régionales parlaient d'un fait divers extraordinaire, d'une résurrection criminelle. Claire éteignit rapidement la télévision, mais c'était trop tard. Les garçons avaient vu la photo de leur père en costume, menotté, escorté par les policiers. Ils lui ont mis des menottes comme aux vrais méchants, constata Nolan avec un mélange de fascination et d'horreur. Son téléphone n'arrêtait pas de sonner. Des journalistes qui avaient eu son numéro on ne sait comment, des voisins curieux, même quelques collègues du restaurant. Claire décida de ne plus répondre. Vers 20h, on frappa à la porte. Cette fois, c'était Antoine. « Claire, j'ai vu les infos. Comment ça va ?» Elle se jeta dans ses bras sans réfléchir, trop épuisée émotionnellement pour faire attention aux convenances. « Ça va être difficile, » murmura-t-elle contre son épaule. « Vous n'êtes pas seul. » Antoine salua les garçons qui le regardaient avec curiosité. Il l'avait déjà vu à l'hôpital, mais c'était la première fois qu'il venait chez eux. « Bonsoir les garçons, ça va. Notre papa, il est en prison, » annonça Léo sans détour. « Je sais, c'est très dur pour vous. Vous êtes le docteur qui a soigné Nolan ?» demanda Léo. « Exactement. Et je suis aussi un ami de votre maman. »« Un ami comment ?» insista Léo avec cette franchise brutale des enfants. Antoine regarda Claire, qui hocha imperceptiblement la tête. « Un ami spécial, quelqu'un qui tient beaucoup à votre maman et qui aimerait apprendre à vous connaître. » Les garçons digérèrent l'information. Nolan prit la parole le premier. « Est-ce que vous allez remplacer notre papa ? Personne ne peut remplacer votre papa, Nolan. Mais peut-être que nous pourrions devenir une famille différente. Qu'est-ce que vous en pensez ? » « Une famille avec qui ? » demanda Léo. « Avec moi et ma fille Margot. Elle a 15 ans et elle meurt d'envie de vous rencontrer. » Claire observait la scène, émue. Antoine parlait aux garçons comme à des égaux, sans condescendance ni fausse promesse. « Elle aime les jeux vidéo » demanda Nolan. « Passionnément, elle pourrait vous apprendre quelques trucs. Et vous, vous savez jouer au foot » enchaîna Léo. « J'ai été dans l'équipe de mon lycée, je ne suis pas trop rouillé. » Les garçons échangèrent un regard complice. Claire comprit qu'Antoine venait de passer un test crucial. Une semaine plus tard, l'avocat de Julien demanda à Claire un droit de visite en prison. Après avoir longuement hésité, elle accepta. Les garçons avaient le droit de voir leur père une dernière fois avant le procès. Le parloir de la prison de Corba était un endroit sinistre. Julien apparut derrière la vitre, amaigri, les traits tirés. Sa superbe d'homme d'affaires avait disparu. « Mes fils », murmura-t-il en voyant Léo et Nolan. « Bonjour papa », dirent-ils poliment, mais sans chaleur. « Comment allez-vous ? Vous me manquez tellement. »« Nous aussi tu nous manques », répondit Nolan avec sa gentillesse naturelle. Mais Léo était plus dur. « Pourquoi tu as volé, papa ?» Julien regarda Claire par-dessus la tête de ses fils, comme s'il cherchait de l'aide. « Parce que j'avais peur, mon grand. Peur de ne pas pouvoir vous protéger. » « Mais nous protéger de quoi ? De méchantes personnes qui voulaient me faire du mal. Et maintenant elles sont parties. Ces méchantes personnes. » Julien ne savait plus quoi répondre. Ses mensonges s'effondraient face à la logique implacable d'un enfant. « Je vais aller en prison pendant quelques années, » dit-il finalement. « Mais après, je reviendrai et on sera de nouveau ensemble. »« Non, » dit soudain Nolan avec une maturité déconcertante. « On ne sera pas ensemble parce que tu nous as menti et les papas, ça ment pas à leurs enfants. » Le silence qui suivit fut assourdissant. Julien regardait son fils de 9 ans, qui venait de lui signifier que leur relation était terminée. « Nolan, maman, elle nous a jamais menti. Même quand c'était difficile. Toi si. » Léo hocha la tête en signe d'approbation. Les deux frères étaient unis dans leur verdict. Julien se tourna vers Claire, les larmes aux yeux. « Tu les as montés contre moi. »« Non, Julien. Ils ont juste grandi. Et ils savent reconnaître l'amour vrai de l'amour qui s'achète, en sortant de la prison. » Nolan prit la main de sa mère. « Maman, on peut aller voir Antoine et Margot dimanche. Bien sûr, mon poussin. Et on peut leur dire qu'on aimerait bien être une famille avec eux. » Claire s'arrêta et regarda ses fils, ces petits bonshommes courageux qui venaient de tourner définitivement la page de leur père biologique pour s'ouvrir à un avenir différent. « Oui, mes amours, on peut leur dire. » Dans la voiture qui les ramenait à Lyon, Claire comprit que la vraie justice n'était pas dans la condamnation de Julien. Elle était dans cette capacité de ses enfants à choisir l'amour véritable plutôt que les apparences dorées. Marc Bellamy avait eu sa revanche.
Julien paierait pour ses crimes. Mais le plus important, c'est que Léo et Nolan avaient appris que l'amour ne s'achète pas, ne se négocie pas, ne se monnaie pas. Il se vit, jour après jour, dans les petites attentions, les présences constantes, les sacrifices silencieux, tout ce que Julien n'avait jamais su faire. 6 mois plus tard, le soleil de juillet baignait la petite église Sainte-Croix d'une lumière dorée. Claire se regardait dans le miroir de la sacristie, ajustant sa robe ivoire simple mais élégante, rien d'extravagant, rien qui ressemble au faste que Julien aurait pu lui offrir, juste une belle robe achetée avec ses propres économies, pour un mariage choisi et non subi. « Maman, tu es magnifique !» s'exclama Margot en entrant dans la petite pièce. À 15 ans, la fille d'Antoine avait cette grâce de l'adolescence épanouie. Elle s'était immédiatement attachée à Claire et était devenue une grande sœur protectrice pour Léo et Nolan. « Tu crois que ça va ? Je ne suis plus habituée à porter autre chose que mon uniforme de serveuse. »« Papa va tomber à la renverse en te voyant », assura Margot avec un sourire complice. Claire sourit en retour. Ces derniers mois avaient été un tourbillon d'émotions. Le procès de Julien s'était soldé par une condamnation à 8 ans de prison ferme pour fraude, vol aggravé et usurpation d'identité. Ses biens avaient été saisis, Marc Bellamy avait récupéré une partie de son argent volé, et l'affaire avait fait grand bruit dans la presse locale. Mais surtout, Claire avait découvert ce que signifiait être aimée pour ce qu'elle était vraiment. Antoine ne l'avait jamais couverte de cadeaux coûteux ou de promesses mirobolantes. Il lui avait offert quelque chose de bien plus précieux, sa présence constante, sa patience, sa capacité à voir en elle non pas une femme à sauver, mais une femme forte à accompagner. « Maman, papa dit que c'est l'heure », lança Léo en passant la tête par la porte. À 10 ans maintenant, Léo avait grandi. Mûri, l'affaire Julien l'avait profondément marqué, mais d'une façon positive. Il avait appris à distinguer les apparences de la réalité, les promesses des actes. « J'arrive, mon chéri ». En sortant de la sacristie, Claire aperçut l'assemblée, petite, mais chaleureuse, Geneviève au premier rang, resplendissante dans sa robe bleue, qui essuyait discrètement ses larmes de joie. Marc Bellamy était là aussi, étonnamment. L'ex-victime de Julien était devenu un ami inattendu, respectant Claire pour le courage qu'elle avait montré. Les collègues du restaurant, quelques voisins, la famille d'Antoine, pas de strass ni de paillettes, juste des gens qui les aimaient sincèrement. Et au bout de l'allée, Antoine l'attendait dans son costume simple mais élégant, quand leurs regards se croisèrent. Claire vit dans ses yeux cette même tendresse qu'elle y lisait depuis des mois. Pas de passion dévorante comme avec Julien autrefois, mais quelque chose de plus profond, un amour mature, construit sur le respect mutuel et la complicité. Léo et Nolan l'accompagnèrent jusqu'à l'hôtel. Ils avaient insisté pour donner leur mère à Antoine, cérémonie symbolique qui scellait leur acceptation de cette nouvelle famille. « Tu es sûre, maman ?» chuchota Nolan au moment de la laisser, plus sûr de rien, mon poussin. La cérémonie fut simple et émouvante. Pas de grandes déclarations théâtrales, mais des promesses sincères échangées devant leurs proches. Antoine promit d'aimer Claire dans la richesse comme dans la pauvreté, dans la joie comme dans les épreuves. Claire promit de construire avec lui une famille unie par l'amour et non par l'intérêt. Quand le prêtre les déclara mari et femme, l'assemblée applaudit chaleureusement. Léo et Nolan se jetèrent dans les bras de leur nouveau beau-père. Margot embrassa sa belle-mère, et Geneviève pleura de bonheur. La réception eut lieu dans le petit jardin derrière la maison qu'Antoine avait achetée dans le 3e arrondissement. Rien d'ostentatoire. Un pavillon avec 4 chambres, un jardin pour les enfants, et surtout cette impression de chaleur familiale que Claire n'avait jamais connue. « Alors, Madame Lefebvre, comment ça fait ?» demanda Geneviève en l'embrassant. « Étrange, » avoua Claire. « Mais bon, très bon. Tu le mérites, ma petite. Tu mérites tout le bonheur du monde. » Marc Bellamy s'approcha d'elle, une coupe de champagne à la main. « Félicitations, Claire. Antoine est un homme de valeur. Merci, Marc. Et merci encore pour tout ce que vous avez fait. Disons que nous étions quittes. Vous m'avez permis d'obtenir justice. Je vous ai aidé à découvrir la vérité sur votre ex-mari. Marc avait finalement récupéré 2 millions d'euros sur les 8 que Julien lui avait volés. Pas tout, mais suffisamment pour recommencer une nouvelle vie. Il avait même retrouvé l'amour avec une collègue avocate. Au fait, ajouta-t-il. J'ai eu des nouvelles de la prison. Julien a écrit une lettre pour les garçons. Claire se raidit imperceptiblement. Qu'est-ce qu'elle dit ?
Je ne l'ai pas lue, elle vous est adressée, à vous de décider si vous voulez la donner aux enfants. » Claire prit l'enveloppe que Marc lui tendait, l'écriture de Julien, qu'elle connaissait si bien, pour la première fois depuis des mois. Elle repensa à l'homme qu'elle avait aimé, pas le criminel, pas le menteur, mais le jeune homme de 22 ans qui la faisait rire et qui rêvait d'une famille. Plus tard, dit-elle en glissant la lettre dans son sac. Aujourd'hui, c'est jour de fête, en fin d'après-midi, pendant que les adultes discutaient autour d'un café et que Margot montrait ses derniers jeux vidéo aux garçons, Claire s'isola quelques minutes dans la cuisine pour lire la lettre de Julien. « Claire, je sais que tu ne veux plus entendre parler de moi, et je le comprends. Je sais aussi que mes fils me détestent, et ils ont raison. Mais il faut que j'écrive ces mots, même si tu ne les lis jamais. Je ne cherche pas d'excuses. Ce que j'ai fait est impardonnable. Vous abandonner, vous mentir, vous regarder souffrir pendant des années sans bouger. Il n'y a pas de mots pour exprimer à quel point j'ai honte. En prison, j'ai eu le temps de réfléchir, de comprendre ce que j'ai vraiment perdu. Pas l'argent, pas le luxe, pas même ma liberté. J'ai perdu la chance d'être un père pour Léo et Nolan. J'ai perdu la chance de vieillir à tes côtés. J'ai perdu la seule chose qui comptait vraiment, ma famille. Je ne demande pas le pardon. Je ne le mérite pas. Mais j'aimerais que mes fils sachent une chose. Je les aime, maladroitement, égoïstement. Mais je les aime. Et toi aussi, Claire. Je t'ai toujours aimé, même quand je faisais tout pour vous détruire. J'ai appris pour ton mariage avec le docteur Lefebvre. Tant mieux. Tu mérites un homme qui sait ce qu'il a. Moi, j'ai mis 10 ans à le comprendre. Et il était trop tard. Dis aux garçons que leur père est fier d'eux, qu'ils sont intelligents, courageux, et qu'ils ont de la chance d'avoir une mère comme toi. Dis-leur qu'ils n'ont rien à voir avec mes erreurs, qu'ils peuvent devenir tout ce qu'ils voudront. Et toi, Claire, sois heureuse. C'est tout ce que je te souhaite. Julien Claire replia la lettre, les larmes aux yeux, pas de la tristesse, mais une forme de soulagement. Julien avait enfin compris. Trop tard pour réparer, mais pas trop tard pour reconnaître ses torts. « Ça va ?» demanda Antoine en la rejoignant dans la cuisine. « Ça va, c'était juste la fin d'un chapitre. » Antoine la prit dans ses bras sans poser de questions. Il avait cette délicatesse de ne jamais forcer les confidences, d'attendre qu'elle soit prête à partager. « Tu veux en parler ? Plus tard, aujourd'hui, on fête notre début. » Le soir, quand tous les invités furent partis et que les enfants furent couchés, Claire et Antoine se retrouvèrent seuls dans leur jardin, leur maison, leur famille. « Tu regrettes quelque chose ?» demanda Antoine. « Rien, absolument rien. Même pas la villa avec piscine de Marseille ?» Claire éclata de rire. « Surtout pas ça. Tu sais ce que je préfère dans notre maison ? Dis-moi, c'est qu'elle est à nous. Vraiment à nous. Pas achetée avec de l'argent volé. Pas obtenue par des mensonges. On l'a choisie ensemble. On va la rembourser ensemble. Nos enfants vont grandir dedans. C'est ça, le vrai luxe. » Antoine l'embrassa tendrement. « Madame Lefebvre, vous êtes une femme extraordinaire. Monsieur Lefebvre, Dieu. Vous n'êtes pas mal non plus. » Plus tard dans la soirée, Claire monta voir les enfants. Léo et Nolan dormaient paisiblement dans leur nouveau lit jumeau. Margot lisait dans sa chambre, un casque sur les oreilles. En regardant ses 3 enfants qui formaient maintenant sa famille recomposée, Claire repensa au chemin parcouru. Il y a 1 an. Elle était seule, épuisée, sans perspective d'avenir. Aujourd'hui, elle était entourée d'amour, dans une maison chaleureuse, avec un mari qui la respectait et des enfants heureux. L'argent de Julien lui aurait peut-être donné plus de confort matériel. Mais jamais il ne lui aurait donné cette sérénité, cette certitude d'être aimée pour ce qu'elle était vraiment. Le lendemain matin, elle ouvrirait sa petite pâtisserie dans le quartier, financée grâce à un prêt qu'Antoine et elle remboursaient ensemble. Un rêve modeste, mais réalisé honnêtement, car Claire avait appris la plus importante des leçons. Le bonheur ne s'achète pas, il se construit, jour après jour, avec ceux qui nous aiment vraiment. Et parfois, il faut perdre ce qu'on croyait vouloir pour découvrir ce dont on a vraiment besoin. Dans sa cellule de la prison de Corbas, Julien Delcourt fixait le plafond gris de sa cellule. Il avait tout eu, l'argent, le luxe, le pouvoir, et il avait tout perdu. Mais pour la première fois depuis des années, il souriait tristement, parce qu'il savait que quelque part à Lyon, ses fils grandissaient heureux avec une mère formidable
et un beau-père aimant. C'était peut-être ça, finalement, l'amour paternel. Savoir s'effacer quand on a raté sa chance d'être présent. Les morts peuvent parfois ressusciter. Mais certaines erreurs, elles, ne ressuscitent jamais.